Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Les boutiques de cannelle de Bruno Schulz. Mais attention, ce n'est pas vraiment les boutiques de cannelle de Bruno Schulz. On a terminé cette lecture, je le répète, on en a fait 4 lives disponibles en playlist sur ma chaîne YouTube. On a bien terminé les boutiques de cannelle. C'est tout simplement un peu de rab, un peu de bonus dans cet épisode. Dans le programme du soir, nous allons lire donc 4 nouvelles publiées par Bruno Schulz également, mais elles ont été en tout cas mises dans cette édition des boutiques de cannelle. Donc c'est simplement que voilà, c'est simplement des nouvelles de Bruno Schulz, bonus si on peut dire, enfin des nouvelles de Bruno Schulz qui ont été éditées et publiées en marge des boutiques de cannelle dans cette édition. Dans l'édition L'Imaginaire de Gallimard, voilà, comme ça c'est très précis. En gros, à la fin de cette édition, il y a un ajout qui s'appelle Textes divers, et dans ces textes divers, il y a donc 4 nouvelles qui sont La République des rêves, La comète, La patrie et La mythification de la réalité. Et ensuite, après cela, il y a des interviews de Bruno Schulz, des lettres de Bruno Schulz aussi, apparemment, à 2-3 personnes différentes. Ces lettres et ces interviews, je ne vais pas les lire pour le coup, c'est pas le but de mes lives. Moi je m'intéresse vraiment à l'œuvre à proprement parler, stricto sensu, n'est-ce pas? Donc du coup voilà, ce soir on lira La République des rêves, La comète, La patrie et La mythification de la réalité de Bruno Schulz, qui ne font pas partie des boutiques de cannelle, mais que je mets sous la même appellation vu qu'ils ont été publiés en marge des boutiques de cannelle. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair et que je vous ai pas perdu plus que je ne vous ai expliqué le principe. Mais bon, bref, je me suis un peu perdu dans mes explications, j'ai l'impression. Mais je pense que vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Comme d'habitude, si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, je vous préviens tout de suite, il y a dans la description de cette vidéo, comme dans toutes les descriptions de toutes mes vidéos, des timecodes vous permettant de passer l'introduction, de passer les pauses et d'aller directement à ce qui vous intéresse, que ce soit la lecture de la première nouvelle du soir ou de la seconde et ainsi de suite. À savoir que ce soir je vais très certainement lire nouvelle par nouvelle et faire une pause entre chaque nouvelle, grosso modo. Je pense que c'est comme ça que ça va se goupiller. Et du coup, j'accueille, puisque je rappelle que ces lives, avant de se retrouver sur YouTube, ont lieu sur Twitch, et du coup j'accueille en live avec grand plaisir mon auditorat, n'est-ce pas, mon spectatorat, je sais pas si on peut dire ça, tiens. Bref, en tout cas, bon public, merci public. Bonsoir, bienvenue The Big Panda, bienvenue Quentin mon copain, ça fait plaisir de te voir, comment tu vas ? Ça me fait très plaisir que tu passes faire un petit coucou, même ne serait-ce que cela, c'est déjà un grand bonheur. Quand vous venez me faire un petit coucou, c'est déjà très très sympa. Donc merci beaucoup, j'espère que tu vas bien en cette soirée, et merci de dire que tout est compréhensible, je me sens rassuré. Je vous invite, chers amis, avant qu'on nous entame quoi que ce soit, à prendre à boire, à manger, à vous détendre. Je vous souhaite la bonne santé, chers amis. Et je vais répondre tout de suite à Quentin, ce qui va un petit peu faire l'introduction de ce live. Quentin qui me demande comment je vais. Je vais plutôt bien, mais c'est mitigé. Et c'est d'ailleurs ce dont je voulais parler dans cette intro. Je suis désolé de ne pas avoir assuré de live vendredi dernier. Je pensais faire le live de ce soir vendredi. Mais en fait, tout simplement, avec la vague de froid qui est arrivée assez brutalement, ça m'a totalement flingué, j'étais excessivement fatigué, puis même moralement j'ai un petit coup de mou, enfin voilà, le froid participe beaucoup de tout cela, et le temps même généralement. Donc ouais, j'étais pas foufou, j'étais pas dans le mood, j'avais pas envie de me forcer à live parce que c'était pas, j'en avais envie mais j'en avais pas la motivation. Donc du coup je me suis dit bon, ça sert à rien, te force pas, surtout que les 2 lives précédents avaient déjà été un peu compliqués. J'avais déjà eu un peu de mal à animer les lives et même à faire la lecture, j'avais eu quelques difficultés, j'arrêtais pas de bafouiller, etc. Ça m'avait un peu agacé. J'ai pas envie de ne pas rendre justice au texte que je vais vous lire en live. Donc voilà, j'avais envie d'être dans les meilleures conditions et dans la meilleure forme possible avant de revenir au live. J'ai préféré skip le live de vendredi. Ça m'a permis de
de me reposer un petit peu. Je reviens normalement assez bien, là je me suis habitué au froid et puis ça s'est radouci un chouïa. Donc voilà, je me remets doucement en selle. Je peux d'ores et déjà vous donner tout le programme des lives à venir. Jusqu'à la fin d'année. Jusqu'à la fin d'année, puisque ça y est, j'ai les dates de quand je vais être occupé, de quand il va commencer à y avoir les fêtes, de Noël, mon anniversaire aussi que je dois faire en fin d'année, en famille, avec des amis, enfin bref. Tout un tas de choses qui font que je vais être plus ou moins présent, plus ou moins absent. Et je me suis fixé sur une date. Je pense que le dernier live de l'année pour ma chaîne Twitch, ma chaîne YouTube, ça sera le live du vendredi 13 décembre. Voili voilou, vous êtes d'ores et déjà prévenus, c'est dans un petit mois maintenant. Jusqu'au 13 décembre, je pense qu'il n'y aura pas de perturbation dans la programmation. Si c'était le cas, comme d'habitude, je vous tiendrai au courant sur Discord, sur Facebook, sur Discord. Mais a priori, il ne devrait pas y avoir de perturbation jusqu'au 13 décembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'au 13 décembre, normalement, tous les mardis et tous les vendredis à 21h, il y aura un live de lecture. Tous les dimanches à 21h, il y aura un live de découverte de l'univers de League of Legends. Et tous les mercredis de 13h à 16h, il y aura un live de gaming sur Sea of Thieves. Voili, voilou. Et également, comme j'en avais déjà parlé, je me tâtais à me dire, est-ce que je terminerai pas sur un dernier rush un peu glorieux comme ça pour finir l'année. Ça serait un peu sympathique, je pense. Ça serait un peu mon cadeau de Noël, n'est-ce pas, en avance. Bon, après, peut-être que ça fait pas plaisir à tout le monde. Mais ouais, je m'étais dit que je finirais bien en dernier rush comme ça, avec plein de lives, toute une flopée de lives. Si vous avez des idées, j'y pense là comme ça, si vous avez des idées, n'hésitez pas à proposer, mais je pense qu'en décembre, peut-être la dernière semaine de live, ou les 2 dernières semaines de live, je sais pas trop, faire beaucoup de live, et peut-être un live par jour, j'en sais rien. Je sais pas si j'arriverai à tenir cette cadence en vérité, mais voilà, quelque chose d'un peu exceptionnel que je fais pas souvent, mais juste pour voir ce que ça fait aussi. Moi ça m'intéresse de voir ce que ça ferait si je le liveais vraiment de manière enfin pas excessive, mais je trouve plus le terme, de manière très fréquente, tout simplement. Donc déjà voilà, voir un peu ce que ça fait, et puis aussi tout simplement essayer de peut-être faire des nouvelles choses, je sais pas, peut-être tenter des défis, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Peut-être faire 7 jours de Sea of Thieves, où tous les jours on essaie de faire quelque chose dans Sea of Thieves, j'en sais rien. Bref, c'est des idées comme ça que je lance à la volée, j'y ai pas réfléchi spécifiquement, je dis juste que ça me trotte dans la tête et que ça pourrait arriver éventuellement en décembre. Comme ça, vous êtes prévenus de tout ce qui arrivera jusqu'à la fin de l'année. Bonsoir Mister Jericho, bienvenue sur ce live, j'espère que tu vas bien. Si je ne dis pas de bêtises, c'est la première fois que je te croise ici, donc bien le bonsoir, bienvenue parmi nous, ça me fait extrêmement plaisir. Et ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, il ne faut jamais se forcer de faire quelque chose dont on n'a pas envie. C'est une discussion que j'avais tout à l'heure avec une amie, et que j'avais il y a de cela quelques jours avec d'autres amis. En fait, je pense que quand t'as pas envie d'un truc, faut jamais se forcer. Par contre, quand t'as envie de quelque chose mais que t'as pas la motivation, il faut savoir reconnaître les fausses excuses que tu te trouves et les faux semblants. C'est-à-dire, faut savoir se forcer quand tu sais au fond de toi que t'es juste pas motivé, mais que ça te ferait plaisir de le faire. Et c'est un peu ce que j'ai essayé ces derniers temps. C'est un peu, voilà. C'est un peu la philosophie que j'essaie d'adopter ces derniers temps, où je me dis, c'est dur, je suis pas dans un moment où je vais supra bien, machin, j'ai un petit coup de mou, etc. J'ai un peu du mal à suivre la cadence, mais tout en étant raisonnable, bien sûr. J'essaie de m'accrocher, j'essaie de faire quand même ce que j'avais prévu de faire, et du coup, vu que j'en avais l'envie, mais juste pas la motivation, pas la forme, etc., et quand j'y suis quand même parvenu, et que j'arrive à la fin, je suis en mode, yes! Ça a été dur, mais je l'ai fait. Et je suis bien content de l'avoir fait. Donc voilà, c'est peut-être la petite nuance que je mettrais. Mais ouais, en ce moment, j'ai très envie. J'ai juste un petit coup de mou au niveau de la motive. Et on va faire du mieux possible pour que ça se passe bien. Jusqu'à cette fameuse date du 13 décembre. Qui marquera la fin de nos programmes sur la chaîne Planétéo en cette année 2019. Voilou, je pense avoir tout dit, je pense avoir même beaucoup parlé. Je vais peut-être faire plus court avant qu'on entame la lecture.
Je voulais simplement dire une petite chose. C'était encore par rapport au live. Oui, demain, le live, exceptionnellement, n'aura pas lieu de 13h à 16h, mais bien à 21h, puisque demain, dans Sea of Thieves, sort la nouvelle mise à jour qui s'appelle The Seabound Souls, si je dis pas de bêtises. Ils ont sorti le nom très très tard et ils ont pas beaucoup communiqué dessus, je trouve. Donc je suis même pas sûr de moi, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est The Seabound Souls. Donc voilà, nouvelle mise à jour de Sea of Thieves demain, ce qui fait que, comme d'habitude, les serveurs vont être en maintenance pendant toute la journée, ce qui fait que je peux pas live de 13h à 16h. Par contre, c'est une petite routine que j'aimerais instaurer. On l'a déjà fait lors de la mise à jour précédente et j'aimerais voilà, le faire perdurer sur les mises à jour suivantes. Ça sera la présentation de cette mage en live, c'est-à-dire que demain à 21h je me connecte et de 21h à 22h environ, on va passer notre temps à lire la mise à jour, à lire le patch note et à dire ok, il y a eu tel ajustement sur tel mob, il y a eu tel ajout de telle mécanique sur telle arme, il y a eu tel truc, etc., etc. Bref, à vraiment faire la liste complète, vraiment la lecture du patch note, donc ça risque d'être assez long, c'est pour ça que je dis une bonne heure, la dernière fois ça a pris une bonne heure. Mais aussi de donner de donner des retours de joueurs, donc moi, mais aussi mon équipage, sur ces changements dans le jeu, sur ces ajouts dans le jeu. Et enfin, vous montrer également ce qu'il en est en jeu. C'est-à-dire pas simplement vous dire « Ah bah il y a ça qui a été ajouté », mais vous dire « Ah bah il y a ça qui a été ajouté, moi j'en pense ça, un tel en pense ça, un tel en pense ça, un tel en pense ça, et maintenant on va aller in-game vous montrer ce que ça fait, et voir un petit peu comment on peut s'amuser avec cette nouvelle fonctionnalité, comment ça peut être utile, etc. etc. » Donc voilà, j'essaie de faire une présentation assez poussée, et c'est quelque chose que j'aimerais instaurer de manière fréquente, régulière, sur chaque mise à jour mensuelle de Sea of Thieves. Cette présentation poussée, ouais. J'avais nommé ça comment pour la rediffusion YouTube? Je crois que j'avais nommé ça tout ce qu'il y a à savoir sur la mise à jour. Et voilà, c'est un peu le but, c'est que vous vous tapiez une grosseur, mais qu'après la grosseur, vous soyez en mode « Ok, je sais tout ce qu'il y a à savoir sur la mise à jour. » Voilou. Je pense avoir fait le tour, et j'ai très hâte d'être demain, parce que demain c'est l'ajout du feu dans le jeu, et ça va être insane comme mécanique. Bref, sur ce, j'ai bien parlé, comme d'habitude, vous me connaissez, je suis un peu pipelette, je m'arrête là pour l'intro de ce live, et on va rentrer directement dans la lecture. Je vous ai donc déjà lu les boutiques de cannelle de Bruno Schulz durant les dernières semaines. C'est un auteur que j'ai totalement découvert avec vous, c'est-à-dire que j'en avais la connaissance mais je ne l'avais jamais lu. Et je suis tombé vraiment amoureux de son style, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le coup, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé en live à ce point. Je pense vraiment que Bruno Schulz entre dans mon panthéon d'auteurs favoris, je l'ai vraiment bien kiffé. Et c'est pour ça aussi que je poursuis le plaisir un petit peu ce soir avec la lecture de textes supplémentaires adjoints comme ça aux boutiques de cannelle. À savoir d'ailleurs qu'il y a un autre recueil de nouvelles de Bruno Schulz qui est assez connu, qui s'appelle Le Sanatorium au croque-mort, qu'on pourrait également lire un de ces jours. Bon, je vais pas le faire là dans la minute parce que j'aime bien varier les lectures, j'aime bien varier les plaisirs, mais ouais voilà, c'est pas exclu que je l'achète en 2020 et que courant d'année 2020, peut-être dans 6 mois, peut-être dans un an, on se fasse une nouvelle lecture de Bruno Schulz, ça pourrait être intéressant. Pour l'heure, on va s'intéresser à 4 nouvelles qui, je pense, sont vraiment des stand-alone pour le coup, là où dans les boutiques de cannelle, il y avait malgré tout une suite chronologique, scénaristique entre chaque nouvelle. Là, je pense que c'est vraiment des nouvelles stand-alone. J'ai pas forcément beaucoup d'informations sur ces nouvelles. Elles sont mises là à la fin de l'édition, sans trop d'informations, donc j'ai fait des recherches aussi sur internet, et Bruno Schulz, faut bien avouer que c'est pas un auteur ultra connu, donc ça a été assez compliqué de trouver des informations supplémentaires. Je sais simplement que ce sont des nouvelles de Bruno Schulz, et c'est à peu près tout. Donc, j'espère qu'on va être conquis comme on a pu l'être sur les premières lectures. Et je vais vous souhaiter de passer un agréable moment en ma compagnie. Comme d'habitude, pendant la lecture, je ne m'interromps pas et je vous reprends dans le chat à la pause. Ce soir, vraisemblablement, je vais faire une pause après chaque nouvelle. Ça sera à peu près comme ça que ça se goupillera. Une dernière lampée pour bien m'humidifier les cordes vocales, tout ça, tout ça.
Bon, ça passe pas du tout par les cordes vocales. Attends, ça passe pas du tout par les cordes vocales. Oula, j'ai un problème anatomique là, assez terrible. Je suis même pas capable de dire ça. Bah si, ça passe par les cordes vocales. Oula, bah non. Waouh, c'est fou que je sache pas ça. Bref, en tout cas, ça m'a humidifié la gorge, la bouche, c'est déjà beaucoup dans le processus de lecture à voix haute. Et sur ce, je vais vous souhaiter à tous une bonne écoute, chers amis, bonne écoute, Mr. Jericho ou Monsieur Jericho, je sais pas comment tu veux que je t'appelle. Bonne écoute, Big Panda. Et puis, bah, je vous dis à tout à l'heure pour une pause. On commence avec la République des Lèvres, la République des Rêves, sans plus attendre. À tout à l'heure. La République des Rêves. Par ces journées tumultueuses, flamboyantes et agitées à Varsovie, ma pensée s'en va vers la ville de mes rêves. Je survole du regard le pays lointain, vaste et ondulé, manteau de Dieu, cape de couleurs jetée au seuil du ciel. Tout ce pays s'abandonne au ciel, il le maintient au-dessus de lui, voûtes ornées de galeries, triforiums, rosaces et fenêtres donnant sur l'éternité. Il s'incruste dans le ciel un peu plus chaque année, il monte vers l'aurore, et, transformé dans les reflets de la grande atmosphère, il devient tout angélique. Là où la carte est déjà très méridionale, fauve et ensoleillée, poire mûre brûlée par les étés, c'est là qu'elle s'étale, comme un chat au soleil, cette terre élue, cette province étrange, cette ville unique au monde. En vain on en parlerait aux profanes. On leur expliquerait en vain que ce long ruban de terre s'étirant sous un ciel torride, cet isthme méridional, bras solitaire tendu au milieu des vignes hongroises, cette province perdue, se sépare de l'ensemble du pays, et s'en va toute seule par des chemins que personne n'a fréquentés, en essayant à elle toute seule d'être un monde. La ville et la région se sont enfermées dans un microcosme indépendant, elles se sont installées à leurs risques et périls au bord de l'éternité. Les jardins de banlieue sont au bout du monde, ils regardent à travers les clôtures la plaine infinie et anonyme. En effet, au-delà des barrières de la ville, la carte du pays devient anonyme et cosmique, comme le pays de Canaan. Au-dessus de ce lopin de terre, le ciel s'était encore une fois ouvert. Un ciel plus vaste et plus profond que nulle part ailleurs, immense comme une coupole, ciel aspirant, orné d'improvisations et de fresques inachevées, de draperies flottantes, d'ascensions frénétiques. Comment exprimer cela? Tandis que les autres villes ont cru au sens économique du mot, qu'elles ont grandi en chiffres de statistiques, en nombre, la nôtre est descendue vers l'essentiel. Rien de ce qui se passe ici n'est gratuit, rien n'arrive qui n'ait un sens grave, qui ne soit prémédité. Ici, les événements ne sont pas des fantômes éphémères, ils ont des racines profondes, ils atteignent le primordial. Ici, les choses se décident exemplairement et jusqu'à la fin des siècles. Ici, tout se joue une seule fois, irrévocablement. Voilà pourquoi, dans ce qui arrive ici, il y a cet accent de tristesse et d'austérité. En ce moment, par exemple, les cours sont envahis par des orties et des mauvaises herbes. Les baraques et les cabanes tordues, couvertes de mousse, s'enfoncent jusqu'aux aisselles dans d'énormes bardanes qui atteignent les toits de bardeaux. La ville est envahie par les mauvaises herbes, par une végétation sauvage et fantastique qui fait jaillir partout sa misérable verdure, vénéneuse et parasite. Enflammée par le soleil, elle roussit. Les feuilles exhalent de la chlorophylle brûlante, des armées d'orties dévorent les cultures de fleurs, pénètrent dans les jardins, couvrent en l'espace d'une nuit les murs de derrière non surveillés des maisons et des granges, pullulent dans les fossés le long des chemins. Étrange, tant de vitalité démente et vaine dans cette parcelle de substances vertes, issue du soleil et de l'eau souterraine. Un atome de chlorophylle donne naissance à un tissu exubérant, chair verte qui engendre des millions de lamelles de feuilles velues, translucides et veinées, à l'odeur âcre et champêtre. La fenêtre sur cour du magasin, voilée par la taie verte de la monstrueuse abondance, devient aveugle, elle se remplit de lueurs glauques, de reflets feuillus, d'un bruissement de papier froissé. Plongé dans l'ombre, l'intérieur scintille de toutes les nuances du vert, des lueurs vertes s'étendent en vagues passagères sur le plafond, comme dans la forêt quand passe le vent. Abrutie par la chaleur et l'éclat du soleil, la ville s'enfonce dans ce foisonnement, elle dort enserrée dans 100 filets de toiles d'araignée, essoufflée et vide. Dans les chambres sous-marines et opaques,
meurt comme au fond d'une vieille bouteille des tribus de mouches, à jamais enfermées, emprisonnées dans une agonie douloureuse qui s'étire au rythme de lamentations monotones, de bourdonnements irrités et plaintifs. Petit à petit, les vitres attirent pour un dernier séjour toute cette faune de dentelles éparpillées. Énormes moustiques aux pattes très longues, qui ont longtemps ausculté les murs au cours de vols errants et silencieux, avant d'atterrir définitivement, immobiles et morts, sur les carreaux des fenêtres. Tout un arbre généalogique de mouches et d'insectes, qui se ramifie en lentes escalades, innombrables générations de créatures ailées, les unes bleues, métalliques, les autres de verre. Au-dessus des devantures des magasins, le souffle chaud agite les grandes marquises claires et rayées, brûlantes, aveugles. La morte saison règne sur les places vides, dans les rues balayées par le vent. Des paysages lointains s'étendent immobiles sous l'éclat du ciel, comme s'ils venaient seulement de tomber des déserts célestes, telle une énorme pièce de tissu coloré, effilochée par le vent, et déjà déteint, attendait une nouvelle charge de lumière pour se régénérer. Que faire tout au long de ces journées? Où fuir la chaleur, le sommeil lourd, le cauchemar qui vous oppresse la poitrine à l'heure de midi? Parfois ma mère louait une voiture, et nous partions entassés dans sa caisse noire, les commis sur le siège du cocher, avec les baluchons, ou bien sur les marchepieds. Hors de la ville, au mamelon. On entrait dans un paysage vallonné. Le carrosse solitaire rampait lentement au milieu des champs bossus, creusant une ornière dans la poussière chaude et dorée de la route. Le dos des chevaux se tendait, courbé en arc, les croupes luisantes se balançaient laborieusement sous les coups feutrés des queues. Les roues tournaient mollement sur les essieux plaintifs. On passait le long de pâturages plats parsemés de taupinières, parmi lesquels s'étalaient des vaches cornues, outre difformes, où saillaient des os et des nœuds. Elles reposaient semblables à des tertres monumentaux, et dans leur regard paisible voguaient des horizons lointains. Nous nous arrêtions enfin sur le mamelon, devant la vaste auberge de pierre. Elle se dressait isolée sur le partage des eaux, à la haute frontière entre deux versants, son toit déployé tranché sur le fond du ciel. Les chevaux, ayant péniblement atteint la crête, s'arrêtaient tout seuls comme à une barrière séparant deux mondes. Au-delà s'ouvrait un paysage large, balafré de chemins, d'étains et irisés, pâle tapisserie sous un air immense, bleu et vide. Un souffle venu de cette grande plaine ondulée agitait les crinières des chevaux, puis s'envolait vers le ciel haut et pur. Nous restions là pour la nuit, ou bien, sur un signe de mon père, nous descendions dans ce pays déployé comme une carte. Le long des routes sinueuses avancées, à peine visibles, les voitures qui nous avaient devancés. La chaussée plantée de cerisiers les conduisait à une ville d'eau, encore toute petite à l'époque, tapie dans un étroit vallon boisé, plein de gargouillis de sources et de bruissements de feuilles. En ce temps reculé, nous avions conçu avec mes camarades l'idée impossible et absurde d'aller plus loin que la ville d'eau, jusqu'au pays n'appartenant à personne sauf à Dieu, marche discutée et neutre où s'estompaient les confins des États et où la rose des vents, prise de folie, tournait sous la voûte du ciel. Là, nous étant libérés des grandes personnes, nous allions établir notre place forte, proclamer une république des jeunes. Là, nous allions promulguer des lois nouvelles, une nouvelle hiérarchie de critères et de valeurs, mener une vie placée sous le signe de la poésie et de l'aventure, des éblouissements et des étonnements continuels. Nous croyions qu'il suffirait d'écarter les barrières des convenances, de quitter les vieilles ornières des affaires humaines, pour qu'une force élémentaire pénètre dans notre existence, une grande marée d'imprévus, une avalanche d'aventures romantiques. Nous voulions assujettir notre vie à un torrent d'affabulation, nous laisser porter par des vagues inspirées d'histoires et d'événements. L'esprit de la nature est au fond un grand conteur. C'est lui qui est la source des fables, des romans et des épopées. Il y avait une quantité de motifs romanesques dans l'air. Il suffisait de tendre ses filets, sous le ciel chargé de fantômes, de ficher en terre un mât que le vent faisait chanter, et bientôt, autour de son sommet, des lambeaux de romans, pris au piège, battraient des ailes. Nous avions décidé de nous suffire à nous-mêmes, de créer un nouveau principe de vie, de recommencer le monde, à une petite échelle, il est vrai, pour nous seuls, mais selon nos goûts à nous. Ce devait être une citadelle, une place fortifiée dominant la région, à la fois rempart, théâtre et laboratoire de vision. La nature tout entière devait être attirée dans son orbite. Comme chez Shakespeare, le théâtre se confondait avec la nature dont rien ne le séparait. Il était enraciné dans la réalité. Ces éléments lui donnaient impulsions et inspirations,
Son rythme était celui de la marée basse et de la marée haute des circuits naturels. Ici allait se trouver le nœud de tous les processus en cours dans le grand organisme de la nature. Ici allaient se rejoindre tous les motifs et toutes les affabulations de sa grande âme embrumée. Nous voulions, comme Don Quichotte, ouvrir notre vie à toutes les intrigues, complications et péripéties qui se nouent dans l'atmosphère où le fantastique fait la loi. Nous rêvions que la région fût menacée par un danger imprécis, qu'elle respirât une terreur mystérieuse. Dans notre forteresse, nous trouverions un abri sûr. Donc, des bandes de loups parcouraient le pays, des brigands infestaient les forêts. Nous nous préparions au siège, le cœur serré par une agréable appréhension, agité de frissons délicieux. Le pont-levis laissait entrer des fugitifs échappés au couteau des bandits. Ils trouvaient chez nous refuge et sécurité. Des carrosses poursuivis par des bêtes sauvages arrivaient au galop. Nous donnions l'hospitalité à de nobles et mystérieux inconnus. Nous nous perdions en conjectures en essayant de percer leur incognito. Le soir, tous se réunissaient dans une grande salle, à la lumière incertaine des bougies, et nous écoutions leurs histoires, leurs confidences. Il y avait un moment où l'intrigue de ces récits s'échappait des cadres de la narration. Elle se mêlait à nous, vivante, affamée de victimes, nous happant dans son dangereux tourbillon. Des rencontres invraisemblables, de brusques révélations, faisaient irruption dans notre vie privée. Nous perdions pied, menacés par des péripéties que nous avions nous-mêmes déchaînées. Les loups hurlaient au loin, nous délibérions sur des situations romantiques, presque emportés par l'avalanche, tandis que dehors bruissait la nuit inépuisable et emmêlée, pleine de désirs informulés. Ce n'est pas sans raison que ces rêves d'antan reviennent aujourd'hui. Aucun rêve, si absurde soit-il, ne se perd dans l'univers. Il y a en lui une fin de réalité, une aspiration qui engage la réalité, qui grandit et devient une reconnaissance de dette demandant à être payée. Nous avons depuis longtemps abandonné nos rêves de forteresse, et voici que, après tant d'années, il se trouve quelqu'un pour y revenir, un homme à l'âme naïve et fidèle qui les a tout naturellement pris au pied de la lettre. Je l'ai vu, je lui ai parlé. Il avait les yeux incroyablement bleus, des yeux qui n'étaient pas faits pour voir, mais pour s'épuiser dans le rêve. Il m'a raconté qu'en arrivant dans cette région, dans ce pays anonyme n'appartenant à personne, il avait tout de suite senti l'odeur de l'aventure et de la poésie. Il avait vu, dans le ciel, le contour, le fantôme, du mythe flottant au-dessus du pays. Tel Noé recevant les ordres, il avait entendu l'appel, la voix. Visité par l'esprit qui était dans l'air, il proclama la République des rêves, territoire souverain de la poésie. Sur tant et tant d'hectares de paysages jetés au milieu des forêts, il proclama le règne exclusif de la fantaisie. Il jalonna les frontières, posa les fondements de la forteresse, transforma la région en une grande roseraie. Chambre d'amis, cellules de méditation solitaire, réfectoires, dortoirs, bibliothèques, pavillons isolés dans un parc, tonnelles et belvédères. Celui qui, fuyant les loups et les brigands, atteint la porte de cette citadelle est sauvé. On l'introduit en triomphe, on le débarrasse de ses vêtements poussiéreux. Le cœur en fête, il pénètre dans le souffle élyséen, dans la douceur de l'air parfumé de roses. Rejetant la coquille de son corps et le masque grimaçant qui adhérait à son visage, il entre dans le règne des lois nouvelles. Il est transformé et libéré. L'homme aux yeux bleus n'est pas un architecte, plutôt un metteur en scène, un régisseur de paysages et de décors cosmiques. Son art consiste à saisir au vol les intentions de la nature, à lire dans ses aspirations secrètes. La nature est pleine d'une architecture virtuelle, de projets et de constructions. Que faisaient d'autres les bâtisseurs des grands siècles? Ils écoutaient le souffle pathétique des vastes places, de la perspective dynamique des espaces, de la pantomime silencieuse des allées symétriques. Bien avant Versailles, les nuages du soir s'ordonnaient dans le ciel, formant des résidences aériennes, des escurials orgueilleux, essayant des arrangements universels. Le grand théâtre de l'atmosphère est inépuisable, et il en résulte une immense architecture hallucinatoire inspirée des nuages. Une fois terminées, les œuvres de l'homme se referment sur elles-mêmes, elles se coupent de la nature, se stabilisent selon leurs propres principes. L'œuvre de l'homme aux yeux bleus garde ses liens cosmiques. Centaure à demi humanisée, elle les garde et demeure toujours inachevée, toujours grandissante, attelée aux grandes saisons de la nature. L'homme aux yeux bleus invite tout le monde à continuer de construire, de créer. Ne sommes-nous pas tous des rêveurs, des bâtisseurs, frères du cygne de la truelle? Et c'est la fin de la nouvelle La République des rêves. Nous marquons la première pause de ce soir.
Waouh, je kiffe. Je kiffe beaucoup personnellement. C'est toujours un énorme plaisir de lire Bruno Schulz, c'est insane je trouve. Bonsoir Dimal, bienvenue sur ce live, j'espère que tu vas bien l'ami, ça me fait plaisir de te voir. Dimal qui nous dit « Lueur glauque, reflet feuillu, j'ai l'impression d'être dans du Lovecraft ». Je sais pas trop s'il y a des liens à Lovecraft. Je comprends sur les termes que tu as employés, je comprends, oui, mais c'est vrai que je trouve ça très particulier, la frange dans laquelle s'inscrit Bruno Schulz. Il y a du fantastique, il y a un côté fantastique, il y a un côté poétique et onirique, mais c'est quand même très très marqué dans le réel. Enfin ouais, c'est vrai qu'en cela, ça peut faire penser à du Lovecraft, même si Lovecraft est encore plus fantaisiste et va beaucoup plus loin, quoi. Enfin oui, c'est très loin de toute manière, je pense, mais ouais, j'aime bien ce côté onirique, fantastique dans le réel. Je trouve ça dingue en fait. Et là, à la fin, il y avait vraiment une jolie, un joli discours, une jolie envolée pour parler de ça, quoi. C'était vachement beau, je trouve. Cette république des rêveurs, en fait, enfin des rêves, je trouve ça très très beau. Et du coup, c'est marrant parce que à la fin, il dit on est tous des rêveurs, et c'est marrant parce que c'est un peu sur ça que j'ai bâti toute ma chaîne YouTube, Twitch, mon Discord, etc. J'arrête pas de dire qu'on est des rêveurs. Dès que vous mettez un follow, c'est écrit un tel est un rêveur, c'est beau, enfin voilà. Et ouais, ça, du coup, personnellement, ce sont des thèmes qui me parlent vachement parce que le côté il faut toujours créer, il faut toujours s'émerveiller, il faut toujours rêver. C'est plein de thèmes qui m'importent beaucoup personnellement. Donc au final, ouais, je me suis très très bien senti dans cette nouvelle. Je l'ai trouvée très bien écrite, encore une fois. Je change le titre du live pour la prochaine nouvelle d'ailleurs. Bon, j'ai l'impression d'avoir eu un peu moins de mal à faire la lecture que la dernière fois, donc je suis content. Malgré tout, encore une fois, le froid... En vrai, l'hiver, c'est le moment le plus compliqué pour moi pour faire des lives de lecture, tout simplement parce que les températures, etc., influent vachement, déjà sur des trucs à la con, mais sur si je vais avoir le nez bouché ou non, ce qui influe forcément sur ma manière de lire, et sur la qualité de ma lecture. Après, est-ce que je vais être malade, est-ce que je vais avoir mal à la gorge, etc. Même au-delà de ça, par exemple, j'ai l'impression d'avoir les lèvres ultra sèches, ce qui fait que j'ai beaucoup plus de mal à lire de manière fluide. J'ai l'impression de perdre beaucoup plus vite de l'air en fait. J'ai l'impression de venir très vite à bout d'air par rapport à d'autres lectures que j'ai déjà pu faire. Donc c'est toujours un peu spécial les lives en hiver de lecture, mais bon, j'essaie de faire au maximum comme je peux. J'espère que ça vous plaît. Moi en tout cas, je suis toujours conquis par Bruno Schulz. Vraiment, je trouve ça génial. D'ailleurs, c'est marrant parce que le thème qu'il prend à la base n'est pas forcément quelque chose qui me parle. C'est-à-dire qu'à la base, il parle de Varsovie, si je dis pas de conneries. Attendez, je reprends le début. C'était bien Varsovie dont il parlait. Hein. Ouais, c'est ça. Donc il parle de Varsovie et je dois avouer que très souvent, les textes qui parlent, qui mettent un peu en effigie, qui sont un peu à la gloire d'un lieu ou d'un pays ou d'une ville, etc., ça me parle vraiment pas. Je dois avouer que personnellement, le nationalisme et ou le patriotisme, etc., c'est vraiment pas du tout des valeurs qui me parlent personnellement, c'est pas du tout quelque chose auquel je suis sensible. Du coup, au début de la nouvelle, j'étais en mode « Ah, je vais peut-être pas aimer cette nouvelle pour le coup par rapport aux autres ». Et au final, encore une fois, il est très subtil, il arrive à mettre plein de poésie dans sa manière de raconter les choses, et il y a encore plein d'images que je trouve très originales et inédites dans la manière de d'écrire de Bruno Schulz. Donc ouais, je suis vraiment conquis par cet auteur, c'est fou. On boit une infusion de thym et de miel. Mais ouais, mais c'est ça en plus. J'arrête pas de boire du thé avec du miel, c'est terrible. Enfin bon, c'est bon, hein, mais du coup j'ai l'impression de faire que ça, et malgré tout, ça ne suffit pas. Tran qui s'est abonné avec Twitch Prime. Merci Tran, ça fait extrêmement plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, Tran, que vous aurez peut-être le plaisir de retrouver dans mon live demain. C'est ça que j'ai oublié de dire en début de live d'ailleurs. Dans le live de découverte de la mise à jour de Sea of Thieves de demain, je ne serai pas seul. Je ne serai pas accompagné de Mirani, je ne serai pas accompagné de Mirani et Walkirax,
mais je serai peut-être, je vais dire peut-être parce qu'en vrai c'est pas sûr, mais je suis peut-être accompagné pour la première fois en live d'un équipage complet. Donc c'est-à-dire que demain on sera peut-être en galion et on sera peut-être 4 personnes avec moi-même, Julien Mirani, Walkirax et Tran. Ce qui fait que bah, vous aurez potentiellement 4 avis sur la mage. Donc ça risque d'être encore plus intéressant que d'habitude. Et une fois qu'on aura fait la présentation de la mage et qu'on va vraiment faire notre session de jeu, ça risque d'être encore plus drôle parce que plus on est de fous, plus on rit, c'est bien connu. Et dans Sea of Thieves, c'est clairement le cas. Donc bah voilà, Tran qui fait un sourire dans le chat, merci la vie. Encore merci pour le follow. Et ouais, j'ai vraiment hâte, ça va être bien sympa. Alors non, pas en Galio, en Galion Redskins. Bonsoir Redskins, bienvenue, ça fait plaisir également. Alors, dis mal, pas du thé, le thé ça irrite la gorge, vaut mieux du thym. Ok, je crois que j'ai jamais bu d'infusion de thym. Faudrait que je goûte, voir si c'est à mon goût. D'ailleurs, c'est bizarre parce que du coup, Tran, tu t'es abonné et t'as le first fondateur abonné depuis un mois. Ah oui, non, ça c'est à toi de le faire. Alors oui, en gros, quand on s'abonne à ma chaîne, on a des badges. Sauf que il y a un truc sur Twitch qui se fait automatiquement, qui est d'avoir le badge first si vous êtes dans les premiers abonnés de ma chaîne. Et je crois que jusqu'à 25 abonnés, vous êtes considérés dans les fondateurs. Donc du coup là le badge que t'as avec le petit first Tran, c'est un badge fondateur pour dire que t'es l'un des premiers abonnés de ma chaîne quoi. Mais du coup je sais que Zikael avait réussi dans les options à repasser sur le badge qu'ont normalement les abonnés de ma chaîne, et je trouve ça plus sympa parce que du coup bah, c'est un badge que j'ai créé expressément pour les abonnés plutôt que le first qui se retrouve sur tous les lives du coup, mais enfin sur tous les lives, sur les chaînes de tous les streamers, voilà. Un nouveau champion gagnant. Euh, je vais pas répondre parce que parce que Redskins, tu me fais beaucoup rire, mais du coup là c'est beaucoup trop dur à expliquer au chat. Genre il faut que je commence à dire. Alors oui, alors en fait Galio c'est un champion dans League of Legends. Du coup vu qu'on joue à League of Legends, il fait une blague par rapport à ça. Mais en fait moi je disais Galion comme dans Sea of Thieves. Enfin bref, ça peut aller très très loin et ça peut être très très long. Mais bref, du coup demain normalement on se retrouve à 4 en Galion avec l'ami Tran02. Enfin 022 d'ailleurs ici. Sur ce, je vais tout de suite poursuivre avec la lecture de la prochaine nouvelle, à savoir la nouvelle La Comète. Elle est en plusieurs parties, donc vous inquiétez pas, je vais vous dire 1 puis 2, c'est normal. À savoir qu'elle dure pas mal de temps celle-ci, 20 pages, un gros 20 pages. Du coup, je risque de mettre pas mal de temps à la lire, je pense que j'en ai pour 30 à 40 minutes, un truc comme ça, avant de vous revenir dans le chat. Je vais essayer de la lire d'une traite parce que j'aime pas faire des pauses dans des nouvelles, je trouve que c'est moins compréhensible si on fait des pauses dans une nouvelle. C'est pour conserver l'unité de sens quoi. Et du coup Tran, j'avoue que je sais pas c'est quoi l'option pour passer du first au badge. Je saurais pas t'indiquer là comme ça, faudrait que je me renseigne. Bref, sur ce chers amis, je m'en vais faire la lecture. On part dans l'espace, nous dit Dimal. Je ne sais pas, j'avoue que là, la comète, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Déjà, les boutiques de cannelle, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Mais là, vu que c'est des nouvelles... stand-alone, j'ai envie de dire, bah, c'est encore plus compliqué, je trouve. Encore plus compliqué. Bref. Mais non, tu vas pas te débrouiller, Tran, j'ai dit que j'allais battre. Calmez-vous. Sur ce, j'entame la lecture, je vous dis à tout à l'heure. Bonne écoute à tous ceux qui sont là. Je sais pas qui est resté de tout à l'heure. Bonne écoute dans le doute à Quentin et à Jericho si vous êtes toujours parmi nous. Bonne écoute Dimal, Tran, Redskin. Et à tout à l'heure pour la deuxième pause de ce soir. Qui sera peut-être la dernière en fait. Je sais pas trop, on verra. Bref, à tout à l'heure. La comète. 1. La fin de l'hiver cette année-là se trouvait placée sous des auspices astronomiques particulièrement favorables. Les prédictions rouges du calendrier fleurissaient dans la neige tout au bord de la matinée. Le rouge flamboyant des dimanches et fêtes jetait son reflet sur une moitié des semaines, et ces quelques jours brûlaient à froid,
faisant battre plus vite les cœurs un instant abusés, éblouis par la couleur d'annonciation qui n'annonçait rien du tout, n'étant qu'une alerte prématurée, une blague peinte en vermillon sur la couverture de la semaine. À partir de l'épiphanie, nous restions chaque nuit devant la table blanche où scintillaient les bougeoirs et l'argenterie, et nous faisions des réussites à n'en plus finir. D'heure en heure, la nuit derrière la fenêtre devenait plus claire, toute glacée et brillante, pleine d'amandes et de sucre en germe. La lune infatigable, plongée dans ses pratiques lunaires, célébrait l'une après l'autre ses phases, s'étalait sur les figures du pharaon, doublait les couleurs. Souvent, même de jour, elle se tenait prête, jaune pâle et sans éclat, valet mélancolique attendant son tour. Cependant, des troupeaux moutonneux glissaient sur son profil solitaire, hardes silencieuses et blanches, la recouvrant à peine d'écailles aux reflets de nacre qui apparaissaient dans le ciel en fin d'après-midi. Les feuillets des jours étaient vides. Le vent survolait les toits, hurlant, soufflant au fond des cheminées refroidies, bâtissant au-dessus de la ville des échafaudages imaginaires et les démolissant dans des craquements de poutres et de chevrons. Parfois un incendie éclatait dans un faubourg éloigné. Les ramoneurs parcouraient la ville à la hauteur des girouettes, sous un ciel déchiré vert de gris. Accrochés aux paratonnerres et aux coques, ils rêvaient pendant la traversée que le vent leur ouvrait les couvercles des toits sur des chambres de jeunes filles, pour les rabattre aussitôt avec fracas, fermant le grand livre de la ville, lecture étourdissante pour bien des jours et des nuits. Plus tard, les vents épuisés s'arrêtèrent de souffler. Dans les vitrines du magasin, les commis étendirent des tissus de printemps et les couleurs eurent vite fait d'adoucir l'atmosphère. Elle prit une teinte de lavande, s'irisa de la pâleur du réséda. La neige rétrécie, se plissa comme une toison de bébé, s'infiltra sans fondre dans l'air, aspirée par des souffles bleus, par un ciel vaste et concave, sans soleil ni nuages. Par-ci par-là, des lauriers roses fleurissaient dans les appartements, on ouvrait les fenêtres, le pépiment niais des moineaux et la rêverie engourdie d'une journée tiède remplissaient les pièces. Au-dessus des places balayées des bouvreuils, des pinsons et des mésanges, se rassemblaient le temps d'un clin d'œil au cours de heurts violents, avec des cris perçants, puis ils se dispersaient de tous côtés, chassés par une brise, effacés, anéantis dans l'azur vide. Il en restait sous les paupières, durant quelques instants, des points de toutes les couleurs, qui s'estompaient au fond de l'œil, poignées de confettis lancés au hasard dans l'espace. Le renouveau avait commencé. Les clercs de notaire portaient la moustache dressée en spirale, de hauts faux cols, et ils étaient le modèle de l'élégance. Les jours inondés de tempêtes, adossés au vent qui écartait les pans de leurs manteaux, ils saluaient à distance avec leurs chapeaux melons colorés les dames de leur connaissance, et pleins de tact et de renoncement, ils détournaient le regard afin de ne pas exposer leurs idoles à la médisance. Les dames, prises dans le tourbillon de leurs robes flottantes, perdaient pied un instant, poussaient des cris, mais ayant bientôt retrouvé l'équilibre, elles répondaient au salut par un sourire. Parfois, après-midi, le vent tombait. Adèle nettoyait sur le balcon de grandes casseroles de cuivre qui rendaient entre ses mains un son métallique grinçant. Le ciel s'arrêtait immobile au-dessus des toits de bardeaux. Les commis du magasin s'attardaient près d'elle sur le seuil de la cuisine, appuyés contre la balustrade du balcon, ivres de vent et la tête pleine du charivari et des cris perçants des moineaux. La brise apportait de loin le refrain égaré d'un orgue de barbarie. On ne pouvait entendre les paroles prononcées à voix basse, avec une feinte nonchalance, destinées en réalité à scandaliser Adèle. Piquée au vif, déchaînée, elle réagissait violemment et répondait par un flot d'injures, tandis que son visage terni par les rêves de printemps rougissait de colère et de plaisir. Les commis baissaient les yeux d'un air de vile dévotion, de satisfaction ignoble, content d'avoir réussi à lui faire perdre son calme. Des journées, des après-midi s'écoulaient. Des événements quotidiens passaient dans la confusion au-dessus de la ville vue de notre balcon, un labyrinthe de toits et de maisons, dans la lueur opaque de ces semaines grises. Des rémouleurs parcouraient les rues, ils criaient en proposant leurs services. Parfois, un éternuement retentissant de Cloma ponctuait le tumulte diffus de la ville. Sur une petite place, la folle Tiula, exaspérée par les colibés des gamins, se mettait à danser sa sauvage sarabande, retroussant haut la jupe à la grande joie des badauds. Le souffle du vent étouffait ses éclats, il les diluait dans un brouhaha monotone, l'étendait, uniforme, dans un air laiteux et enfumé. Appuyée contre la balustrade du balcon, penchée sur cette mer lointaine et agitée, Adèle, le sourire aux lèvres,
y repêchait les accents les plus forts, mettait ensemble les syllabes égarées, essayait de déchiffrer le sens de cette grande marée qui affluait et refluait. L'époque était placée sous le signe de la mécanique et de l'électricité. Un essaim de découvertes dues au génie humain s'était dispersé de par le monde. Dans les magasins firent leur apparition des boîtes à cigares munies d'un briquet électrique. On tournait un petit commutateur et des étincelles allumaient une mèche trempée dans l'essence. Cela éveillait des espoirs extraordinaires. Une boîte à musique remontée à l'aide d'une clé se mettait à tourner comme un manège, jouant un rondeau miniature. Des clochettes teintées, de petites portes s'ouvraient de part en part, laissant voir le noyau en mouvement. Dans toutes les maisons, on installait des sonnettes électriques. Le galvanisme était devenu le roi de la vie familiale. Une bobine de fil isolant symbolisait le temps. Dans les salons, de jeunes dandys faisaient la démonstration de l'expérience de Galvani, récompensés par les regards radieux des dames. Un corps conducteur ouvrait le chemin des cœurs féminins. Par-dessus les accessoires d'une expérience réussie, les héros du jour envoyaient des baisers et saluaient au milieu des applaudissements. Bientôt les vélocipèdes fourmillèrent. L'aperçu philosophique du monde était de rigueur. Si l'on admettait l'idéal du progrès, on ne pouvait qu'en tirer toutes les conséquences et enjamber un vélocipède. Les premiers, bien entendu, furent les clercs de notaire, cette avant-garde toujours à l'affût d'idées nouvelles, aux moustaches dressées en spirale et aux chapeaux melons de toutes les couleurs, espoir et fleurs de notre jeunesse. Écartant la populace criarde, ils pénétraient dans la foule sur d'énormes bicycles ou tricycles, jouant de la musique avec leurs rayons de fer. Les mains sur le guidon déployées, haut perchés sur la selle, ils manœuvraient l'énorme cercle de la roue qui se taillait un chemin sinueux dans la foule joyeuse. La folie de l'apostolat s'emparait de certains d'entre eux. Dressés sur leurs pédales musicales comme sur des étriers, ils tenaient des discours au peuple, prophétisaient une ère nouvelle et heureuse, le salut par le vélocipède. Puis ils continuaient leur chemin en saluant à la ronde, applaudis par le public. Il y avait pourtant quelque chose de pitoyable dans ces courses superbes, un grincement douloureux qui les faisait, au sommet du triomphe, basculer et rouler dans la parodie. Ils devaient le ressentir eux-mêmes, araignées agrippées au centre du mécanisme filiforme, les jambes écartées, grosses grenouilles bondissantes entre les roues en mouvement. Ils étaient à un pas du ridicule, et ils franchissaient ce pas le désespoir au cœur, penchés sur le guidon, redoublant de vitesse nœuds agités de torsions violentes, qui, inévitablement, allaient à sa perte. Il n'y a pas lieu de s'en étonner. Par la force d'une plaisanterie interdite, l'homme pénétrait ici dans le domaine des facilités inouïes acquises à vil prix, presque gratuitement, et cette disproportion entre sa contribution et l'effet obtenu, cette façon évidente de tromper la nature, ce prix exagérément bas, payé pour un truc génial, ne pouvait que trouver son contrepoids dans une autoparodie. Ils roulaient au milieu d'éclats de rire, vainqueurs pitoyables, martyrs de leur génie. Telle était la force comique de ces prodiges de la technique. Lorsque mon frère apporta de l'école un électroaimant, et que nous éprouvâmes tous en le touchant, l'âme en émoi, la vibration mystérieuse d'une vie enfermée dans le circuit électrique, mon père sourit d'un air supérieur. Dans son esprit mûrissait une vaste idée. La chaîne de soupçons qu'il nourrissait depuis longtemps se refermait. Pourquoi mon père souriait-il tout seul? Pourquoi levait-il au ciel ses yeux larmoyants dans une grimace de fausse dévotion? Qui aurait pu le deviner? Au-delà des symptômes étonnants de cette force mystérieuse, pressentait-il une vulgaire intrigue, une machination cousue de fil blanc? De ce moment date la reconversion de mon père aux expériences de laboratoire. Son laboratoire était tout simple. Quelques morceaux de fil de fer enroulés sur des bobines, quelques bocaux contenant de l'acide, un peu de zinc, de plomb et de charbon. Tel était l'outillage de ce vrai adepte de l'ésotérisme. « La matière, disait-il, baissant pudiquement les yeux et reniflant doucement. La matière, mes chers amis. Il ne terminait pas sa phrase, nous laissant deviner qu'il était sur la piste d'une grosse blague, qu'on nous faisait marcher tous, tant que nous étions. Les paupières mi-closes, Père ricanait à voix basse, il se moquait de ce fétiche séculaire. « Pantarei » s'exclamait-il, tandis que ses mains mimaient l'écoulement éternel de la matière. Depuis longtemps, il désirait mobiliser les forces cachées qui circulaient en elle, rendre fluide sa rigidité, lui frayer le chemin de la pénétration, de la transfusion universelle, la seule qui correspondait à sa nature. Principium individuationis, cette blague, disait-il, exprimant ainsi son mépris sans borne pour ce principe primordial des humains. Il lançait cela en passant,
courant le long d'un fil, le frôlant pour vérifier d'imperceptibles différences de potentiel. Il y faisait des entailles, se penchait pour écouter, et déjà il était à 10 pas de là, et refaisait les mêmes gestes au-dessus d'une autre portion du circuit. Il semblait avoir 20 mains et 20 sens. Son attention se concentrait en 20 lieues à la fois. Aucun point de l'espace n'était à l'abri de ses soupçons. Il se penchait pour piquer le fil, se retournait tout d'un coup, visant derrière son dos un autre segment de l'installation, qu'il ratait, honteux. « Pardon, disait-il au spectateur ahuri qui observait ses manœuvres. J'ai besoin de ce morceau de l'espace que vous occupez. Ne voudriez-vous pas vous écarter un peu ?» Puis il effectuait ses mesures éclairs, agile comme un serein, habile et sautillant. Les métaux plongés dans des solutions acides, rouillant dans un bain douloureux, commençaient à devenir conducteurs. Réveillés de leur torpeur, ils chantonnaient un air monotone, leurs particules brillaient dans le crépuscule perpétuel de ces journées endeuillées. Des charges invisibles convergeaient vers les pôles pour les franchir et s'écoulaient dans l'obscurité. Des courants aveugles fourmillaient, parcouraient l'espace polarisé le long des forces concentriques, des spirales du champ magnétique. Ça et là, des appareils endormis émettaient des signaux. Ils se répondaient à retardement, après coup, quand il n'en était plus temps, par des syllabes désespérées, points, traits, dans les intervalles de leur léthargie muette. Mon père se tenait là, au milieu de ces courants vagabonds, un sourire douloureux aux lèvres, bouleversé par cette articulation bégayante, par ce malheur sans issue, enfermé une fois pour toutes, et qui envoyait des signaux, des bribes de syllabes infirmes. À la fin de ses recherches, Père était arrivé à des résultats étonnants. Il avait par exemple démontré que la sonnerie électrique fondée sur le principe de Neef était une pure mystification. Ce n'était pas l'homme qui faisait irruption dans le laboratoire de la nature, c'était elle qui l'attirait dans ses machinations, atteignant ses propres fins mystérieuses à travers les expériences de l'homme. Pendant le dîner, Père touchait avec l'ongle de son auriculaire le manche de sa cuillère trempée dans le potage, et voici que la sonnerie de Neef se mettait à grésiller dans la lampe. Toute l'installation était un prétexte, n'avait rien à voir avec l'essentiel. La sonnerie de Neef était le point convergent de certaines impulsions de la matière qui cherchaient à se libérer par le truchement de l'intelligence de l'homme. La nature voulait et provoquait, l'homme était une aiguille oscillante, une navette de tisserand allant çà et là suivant son désir à elle. Il n'était qu'un élément du marteau de Neef. Quelqu'un prononçait-il le mot de mesmérisme, mon père le saisissait au vol. Le cercle de ses théories se refermait, trouvait son dernier chaînon. Selon cette théorie, l'homme était comme une gare de correspondance, un nœud éphémère des courants magnétiques qui traînent dans la matière éternelle. Toutes les découvertes dont il se vantait étaient des pièges où la nature l'avait attiré, des traquenards de l'inconnu. Les expériences de mon père prenaient progressivement un caractère de magie, de prestidigitation, une nuance de jonglerie parodique. Je ne parlerai pas de ses nombreuses expériences avec des pigeons, qu'il démantelait en 2, 3, 10 avec sa baguette, pour les remanteler dans la baguette, non sans mal d'ailleurs. Il soulevait son chapeau et voici que les oiseaux s'envolaient un à un avec des battements d'ailes, jonchaient la table de frémissements et de recoulements. Parfois, Père s'arrêtait tout à coup, restait indécis, les paupières mi-closes, et au bout d'un moment il trottinait dans le couloir et il enfonçait sa tête dans la bouche d'aération de la cheminée. Les suies étouffaient les bruits, il faisait sombre et doux, comme au cœur du néant. Des courants tièdes circulaient de haut en bas et de bas en haut. Père fermait les yeux, et pendant quelques minutes il se tenait immobile au milieu de cette tiédeur, de ce néant. Nous sentions tous qu'un tel incident n'entrait pas dans la question. Nous fermions l'œil sur ce fait marginal appartenant à un tout autre ordre des choses. Mon père avait dans son répertoire des tours vraiment déprimants, faits pour inspirer une réelle mélancolie. Dans notre salle à manger, il y avait des chaises au dossier haut, joliment sculptées en guirlandes de feuilles et de fleurs d'un style réaliste. Une chiquenaude de mon père suffisait pour qu'elles prennent une physionomie malicieuse, pour qu'elles se mettent à cligner d'un air entendu. Et c'était extrêmement gênant, presque insupportable, jusqu'au moment où ces œillades prenaient une direction précise, une évidence indiscutable. Alors l'un ou l'autre des convives s'exclamait « Tante Rosine, parole d'honneur, Tante Rosine !» Les dames se mettaient à glapir, car cela ressemblait à Tante Rosine à s'y méprendre. Non, elle-même était là déjà, débitant son interminable monologue et empêchant qui que ce soit de placer un mot. Les prodiges de mon père s'anéantissaient d'eux-mêmes, parce que ce n'était pas un fantôme qu'elle faisait surgir, mais la Tante Rosine réelle, quotidienne et quelconque, et qui rendait impensable l'idée même d'un miracle. Avant de passer aux autres événements de ce mémorable hiver, il nous faut mentionner un incident, en général honteusement escamoté dans notre chronique familiale.
Qu'était devenu oncle Édouard? Il était arrivé chez nous ne pressentant rien, respirant la santé et l'énergie. Il avait laissé en province sa femme et sa petite fille, qui attendaient impatiemment son retour. Il était arrivé joyeux pour s'amuser, pour se distraire loin de sa famille. Et que s'était-il passé? Les expériences de mon père lui firent une impression foudroyante. Dès les premiers tours, il se leva, ôta son manteau et se mit à l'entière disposition de père, sans réserve. Cette phrase était assortie d'un regard appuyé et d'une forte poignée de main. Mon père comprit. Il s'assura que l'oncle n'avait pas de préjugés traditionnels relatifs au principium individuationis. Il n'en avait pas, aucun. L'oncle était un esprit libéral et sans préjugés. Sa seule passion était de servir la science. Au début, père lui laissa une certaine indépendance. Il préparait l'expérience essentielle. Oncle Édouard en profitait pour visiter la ville. Il s'acheta un vélocipède de dimensions imposantes, et, perché sur son énorme roue, il faisait le tour de la place du marché, regardant de son haut dans les fenêtres du premier étage. En passant devant notre maison, il saluait courtoisement d'un coup de chapeau les dames à la fenêtre. Il portait une moustache dressée en spirale et une barbiche pointue. Il devait bientôt se convaincre que le vélocipède ne pourrait l'introduire dans les secrets profonds de la mécanique, que cet appareil génial n'était pas en mesure de fournir des frissons métaphysiques durables. C'est alors que commencèrent les expériences où le manque de prévention de mon oncle, quant au principium individuationis, se montra indispensable. Oncle Édouard ne voyait aucun inconvénient à se laisser réduire physiquement, pour le bien de la science, au principe nu du marteau de Nif. Il accepta sans regret une réduction progressive de toutes ses facultés, afin de mettre à jour son être profond, identique, il en était convaincu depuis longtemps, à ce principe même. S'étant enfermé avec oncle Édouard dans son bureau, père commença la décomposition de l'être compliqué de son cousin par la voie d'une psychanalyse épuisante, échelonnée sur plusieurs jours et plusieurs nuits. La table du bureau était jonchée des complexes démontés de son être. Au début, bien que déjà très réduit, l'oncle participait encore à nos repas. Il s'efforçait de prendre part à nos conversations. Il fit encore un tour ou deux à vélocipède. Plus tard, se sentant de moins en moins complet, il abandonna tout cela. Une certaine honte caractéristique du stade où il se trouvait fit son apparition. Il évitait les gens. En même temps, père se rapprochait de plus en plus du but de ses efforts. Il avait réduit l'oncle au minimum, en écartant l'un après l'autre tous les éléments non essentiels. Il le plaça dans une haute niche de la cage d'escalier et organisa ses composantes selon le principe de la pile de Leclanché. À cet endroit, la moisissure étendait sur le mur son filet blanchâtre. Père profitait sans vergogne de tout le capital d'enthousiasme de l'oncle Édouard, qui l'étira le long du couloir et de l'aile gauche de la maison. Avançant une échelle près du mur, il enfonçait de petits pitons qui traçaient le parcours de la vie actuelle de l'oncle. Les après-midi enfumés, jaunâtres, étaient presque totalement obscurs. Mon père se servait d'une bougie allumée, dont il éclairait de très près le mur pourri, centimètre par centimètre. On racontait que l'oncle Édouard, jusque-là si héroïque, si maître de lui-même, fit soudain montre d'une certaine impatience. On disait même qu'un éclat violent, bien que tardif, s'était produit, et avait failli détruire l'œuvre presque achevée. Mais l'installation était déjà prête, et l'oncle Édouard, durant toute sa vie époux, père et homme d'affaires modèle, finit par se soumettre, jusque dans ce dernier rôle qui lui restait à jouer, à la nécessité supérieure de la nature. Il fonctionnait admirablement. Jamais il ne refusa d'obéir. Sorti des complications dans lesquelles il s'était jadis si souvent embrouillé et perdu, il avait enfin trouvé la pureté d'un principe unique et linéaire, auquel dorénavant il devait rester fidèle. Au prix de la diversité qu'il avait eu tant de mal à gérer, il avait acquis une immortalité simple et indiscutable. Était-il heureux? Question vaine. Elle a un sens quand il s'agit d'êtres qui disposent d'alternatives, quand la réalité actuelle peut être opposée à des possibilités réelles. L'oncle Édouard ignorait les alternatives. La dichotomie heureux-malheureux n'existait pas pour lui, parce qu'il était jusqu'à la dernière limite identique à lui-même. On ne pouvait s'empêcher d'éprouver une certaine admiration à le voir fonctionner avec tant d'exactitude. Son épouse elle-même, tante Thérèse, arrivée sur les traces de son mari, ne pouvait s'empêcher d'appuyer à tout instant sur le bouton pour entendre ce timbre tonitruant et criard dans lequel elle reconnaissait sa voix d'antan lorsqu'il était irrité. Quant à sa fille, la petite Édouardine, on pouvait dire que la carrière de son père la ravissait. Certes, plus tard, elle allait prendre sur moi une sorte de revanche, se venger de l'acte commis par mon père, mais c'est une toute autre histoire. 2. Des journées passées, les après-midi se faisaient de plus en plus longs. On ne savait qu'en faire. L'excès de temps encore cru
encore neutre et inutile, ajoutait aux soirées des crépuscules vides. Ayant lavé la vaisselle et rangé la cuisine, Adèle se mettait sur le balcon et, plongée dans la torpeur, elle regardait la pâle rougeur du ciel du soir. Ses beaux yeux, si expressifs à d'autres moments, s'écarquillaient dans cette rêverie grands, globuleux et brillants. Son teint, devenu gris et trouble à la fin de l'hiver dans les relents de cuisine, rajeunissait sous l'influence de la gravitation printanière de la lune croissant d'une phase à l'autre. Il acquérait des reflets laiteux, des nuances d'opale, une luminosité d'émail. Elle triomphait maintenant sans mal des commis, qui perdaient contenance sous son regard sombre, sortis de leur rôle d'habitués des boîtes de nuit et des mauvais lieux, bouleversés par sa beauté nouvelle, ils cherchaient une autre plateforme de rapprochement, disposés à toutes les concessions, prêts à reconnaître des faits indiscutables. Contrairement à l'attente de tous, les expériences de mon père n'avaient pas provoqué de révolution dans la vie en général. La greffe du mesmérisme sur le corps de la physique moderne s'était révélée infructueuse. Je ne veux pas dire par là que le grain de la vérité faisait défaut aux découvertes de mon père, mais ce n'est pas leur vérité qui décide du succès des idées. Notre fin métaphysique est limitée, vite assouvie. Père était justement à un pas d'une nouvelle découverte sensationnelle, quand le découragement et la dissolution commencèrent à nous gagner tous, nous, ses adeptes et ses partisans. Les signes d'impatience se multipliaient, allant jusqu'aux protestations ouvertes. Notre nature se révoltait contre le relâchement des lois fondamentales. Nous en avions assez des miracles. Nous désirions revenir à la vieille bonne prose, sûre et robuste, de l'ordre séculaire. Mon père le comprit. Il comprit qu'il était allé trop loin, et il freina l'envol de son esprit. Le cercle de ses adeptes élégantes et de ses fidèles à la moustache dressée en spirale fondait chaque jour un peu plus. Voulant se retirer en sauvant l'honneur, Père s'apprêtait justement à prononcer sa conférence de fermeture, quand un événement nouveau infléchit l'attention générale dans une direction inattendue. Un jour, rentrant de l'école, mon frère apporta la nouvelle, invraisemblable, et pourtant vraie, de la fin prochaine du monde. Nous le fîmes répéter, croyant avoir mal entendu, mais non. C'est bien ainsi qu'était formulée cette incroyable, cette inconcevable nouvelle. Oui, tel qu'il était, inachevé et imparfait, à un point du temps et de l'espace fortuit, sans avoir atteint aucune ligne d'arrivée, au milieu d'une phrase, sans point ni point d'exclamation, sans jugement ni colère de Dieu, en bons termes si l'on peut dire, conformément à un accord bilatéral et aux principes admis par les deux parties. Le monde allait sauter, simplement et irrévocablement. Non, ce qui approchait n'était pas le final eschatologique et tragique prédit depuis longtemps par les prophètes, le dernier acte de la divine comédie. Non, ça allait être plutôt une fin du monde acrobatico-cycliste, illusionnistique, superbement « Sésame, ouvre-toi » et propagandisto-expérimental, sous les applaudissements de tous les esprits progressistes. Il n'y eut presque personne pour n'en être immédiatement convaincu. On eut vite fait de couvrir la voie des rebelles terrifiés. Pourquoi ne voulait-il pas comprendre que c'était une chance inouïe, la fin du monde la plus moderne, la plus scientiste, la seule digne de son temps, glorieuse et faisant honneur à la plus haute sagesse. On se laissait convaincre avec enthousiasme, on dessinait sur des feuilles arrachées aux agendas, on faisait des démonstrations incontestables, on battait à plate couture les opposants et les sceptiques. Dans des magazines illustrés apparurent des dessins couvrant des pages entières, des images d'anticipation de la catastrophe dans des mises en scène impressionnantes. On y voyait de grandes villes, plongées dans une panique nocturne, sous un ciel décoré de signaux et de phénomènes lumineux. On observait déjà l'influence du bolide lointain, au sommet parabolique, dirigé contre le globe terrestre, dont le rapprochait à chaque seconde son vol immobile. Comme dans une farce de clown, les chapeaux s'envolaient, les cheveux se dressaient sur la tête, les parapluies s'ouvraient tout seuls, et les crânes chauves apparaissaient sous les perruques emportées. Le ciel était noir et énorme, il y scintillait l'alerte silencieuse de toutes les étoiles. Une atmosphère de fête s'établit dans notre ville. L'enthousiasme et la chaleur, la sensibilité et la solennité imprégnaient nos gestes et remplissaient nos poitrines de soupirs cosmiques. Un tumulte emphatique, une extase solidaire faisaient vibrer le globe durant des nuits entières. Celles-ci devinrent immenses et ténébreuses. Des essaims de nébuleuses s'épaississaient autour de la planète. Diversement disposés dans les noirs espaces sidéraux, ils laissaient tomber sur la Terre la poudre des météorites. Égarés, nous sentions presque le sol se dérober sous nos pieds. Désorientés, confondant les directions, nous restions suspendus comme les habitants des antipodes, la tête en bas, au-dessus du zénith à l'envers, vagabondant à travers les fourmillements des étoiles, promenant un doigt humecté de salive le long des années-lumière, d'une étoile à l'autre. Nous avancions dans le ciel en ordre dispersé et confus,
montant les marches interminables de la nuit, émigrés du globe abandonné dévastant la multitude infinie des astres. Les dernières barrières s'étaient ouvertes, et les cyclistes entrèrent dans le noir des espaces interstellaires. Cabrés sur leurs vélocipèdes, ils volaient immobiles dans le vide, vers des constellations toujours nouvelles. Suivant ainsi un parcours sans issue, ils traçaient les chemins de la cosmographie insomniaque. En réalité, ils étaient plongés dans une léthargie planétaire, noire comme de la suie, comme s'ils avaient mis la tête dans une cheminée, terme et but ultime de tous ces vols aveugles. Après une journée brève, désordonnée, où l'on avait dormi la moitié du temps, la nuit s'ouvrait telle une patrie grouillante. Des foules descendaient dans les rues, sur les places, une masse de têtes comme si l'on avait débouché des tonneaux de caviar qui eussent déversé des torrents de petits plombs luisants, fleuves dans la nuit noire comme du goudron, sous le vacarme des étoiles. Les escaliers s'écroulaient sous le poids de milliers d'hommes, à toutes les fenêtres apparaissaient de petites silhouettes au désespoir, allumettes, bouts de bois articulés qui escaladaient les parapets, en proie à une ferveur lunatique, formant des chaînes mouvantes de fourmis, des amoncellements vivants et des colonnes, les uns montés sur les épaules des autres, affluant vers les places éclairées par les flammes montant des barils de résine. Pardonnez-moi si en décrivant ces scènes bruyantes, je tombe dans l'exagération, imitant malgré moi certaines gravures anciennes du grand livre des cataclysmes du genre humain. Elles tendent à la même représentation archétypale, et cette exagération grandiose, ce ton pathétique à l'extrême, indique que nous avons fait sauter le fond du tonneau séculaire des souvenirs, du tonneau du mythe, que nous nous sommes introduits dans la nuit d'avant l'homme, rempli du bégaiement des éléments, du gargouillis de l'anamnèse, et nous ne pouvons plus endiguer le déluge. Ah, nuit poissonneuse et grouillante, peuplée d'étoiles, de scintillements d'écailles. Ah, bancs de petites gueules happant à brève gorgée les ruisselets en crue et les averses de ces nuits noires. Vers quel filet tragique, vers quel pitoyable chalut avançaient ces sombres générations multipliées à l'infini. Ô ciel de ces journées, éclairé de signaux lumineux et de météorites, rayé des calculs des astronomes, reproduit sur des centaines de dessins, marqués de chiffres et de symboles algébriques. L'éclat de ces nuits jetait une lueur bleue sur nos visages, et nous cheminions à travers le firmament où explosaient des soleils lointains, humains errants sur la voie lactée répandue dans le ciel à perte de vue, ruisseaux que surplombaient les cyclistes sur leurs appareils arachnéens. Ô arène étoilée de la nuit, rayée des spirales et des cercles tracés par leur cheminement, ô cycloïdes inspirés exécutés le long des diagonales du firmament, rayons de fils de fer éparpillés, cercles de roues brillantes perdus dans l'indifférence. Ils atteignaient la lumineuse ligne d'arrivée déjà nue et montaient sur la pure idée bicyclique. N'est-ce pas de cette époque-là que date la nouvelle constellation, la 13e, comprise à jamais dans les signes du zodiaque, celle qui répand sa splendeur dans le ciel de nos nuits, le cycliste? À la tombée du jour, les maisons se vidaient. Elles restaient toutes portes ouvertes, éclairées par des lampes à pétrole qui fumaient abondamment. Les rideaux entraînés par la nuit ondulaient à l'extérieur des fenêtres ouvertes. Un grand courant d'air soufflait dans les enfilades de pièces qu'ils traversaient comme une sonnerie d'alarme. C'était l'oncle Édouard qui sonnait. Oui, il avait perdu patience, rompu toutes les entraves, piétiné l'impératif catégorique, bousculé les rigueurs de sa haute moralité. Et il sonnait l'alerte. On le bouchait à la hâte à l'aide d'un long manche à balai, on essayait d'enrayer la violence de son éclat avec des chiffons, mais même bâillonné ainsi, il crépitait sauvagement, déchaîné. Tout lui était égal, il se saignait sous les yeux de tout le monde, sans secours, en proie à un emportement fatal. Parfois, quelqu'un faisait irruption dans les pièces vides, où cette alarme vibrait au milieu des hautes flammes des lampes. Il avançait sur la pointe des pieds, puis s'arrêtait hésitant. Les miroirs silencieux le happaient dans leur fond transparent, se le partageaient entre eux. Oncle Édouard résonnait furieusement dans l'appartement désert et clair, et l'intrus assourdi, inquiet comme s'il était venu là pour accomplir un méfait, reculait furtivement vers la sortie, reconduit par les glaces vigilantes qui le laissaient passer entre leurs rangs, tandis que dans leur profondeur un essaim de sosies effrayées se dispersait sur la pointe des pieds, un doigt sur les lèvres. Des espaces infinis saupoudrés d'étoiles s'ouvraient de nouveau au-dessus de nos têtes. Tous les soirs apparaissait dans le ciel le bolide fatal, penché et immobile, accroché au sommet de sa parabole et visant la terre. Les regards se dirigeaient vers lui, vers son noyau convexe, de forme arrondie, scintillant dans le vide d'une lueur métallique. On avait du mal à croire que ce petit insecte, qui brillait innocemment au milieu des étoiles, fût le doigt flamboyant de Balthazar traçant sur le tableau du ciel la perte de notre globe. Hélas,
Chaque enfant savait par cœur la formule selon laquelle d'une intégrale différentielle résultait inévitablement la fin du monde. Qu'est-ce qui pourrait nous sauver? Tandis que les badauds allaient flâner dans la nuit, mon père, sans rien dire à personne, était resté à la maison. Lui seul connaissait la sortie de secours de ce traquenard, les coulisses de la cosmologie, et il souriait en cachette. L'oncle Édouard, bouché avec des chiffons, sonnait l'alarme désespérément. Mon père passa la tête dans la bouche d'aération de la cheminée. Il y régnait un silence touffu et noir à n'y voir goutte. On y respirait un air tiède, les suies, le calme et le havre. Père s'installa confortablement et ferma les yeux. Le sombre périscope de la maison, émergeant du toit, plongeait dans la nuit, et captait un faible rayon astral qui, réfracté comme par un prisme, faisait germer la lumière dans le foyer, embryon d'étincelles dans la cornue obscure de la cheminée. Père tourna avec précaution le bouton du micromètre, et voici que dans son champ de vision se glissa lentement le corps fatal, aussi clair que la lune, apparaissant à portée de la main en relief, sculpture crayeuse brillant dans le silence noir du vide interplanétaire. Il était un peu scrofuleux, marqué par la variole, frère de la lune, sosie égaré revenant vers le globe natal après un voyage de 1000 ans. Père faisait passer tout près de son œil écarquillé cette meule de fromage parsemée de trous, jaune pâle violemment éclairée, couverte d'une lèpre d'éruptions blanchâtres. La main sur le bouton du micromètre, Père promenait sur lui un regard froid. Il voyait sur sa surface le dessin compliqué de la maladie qui le rongeait de l'intérieur, les canaux sinueux creusés par le verre. Mon père frissonna en s'apercevant de son erreur. Non, ce n'était pas une meule de fromage, c'était de toute évidence un cerveau humain, une préparation du cerveau, qui laissait voir sa structure dans toute sa complexité. Il voyait nettement le contour des hémisphères, les circonvolutions de la matière grise. En concentrant un peu plus son regard, il put même lire les lettres à peine visibles des inscriptions qui le parcouraient dans tous les sens. Le cerveau semblait chloroformé, profondément endormi. Il paraissait sourire béatement dans son sommeil. En cherchant le noyau de ce sourire, Père aperçut à travers le dessin enchevêtré de la surface l'essence du phénomène, et il sourit à son tour. Que ne peut-elle nous dévoiler, notre propre cheminée familière, noire et apparemment ignare? Sous les circonvolutions de la matière grise, sous la fine granulation des infiltrations, Père vit en transparence les contours d'un fœtus, dans la position caractéristique la tête en bas, ses petits poings serrés contre le visage, rêvant à l'envers son doux rêve dans l'eau claire de l'amnios. Il le laissa ainsi. Il se leva soulagé et referma la bouche d'aération. Voilà, c'est tout. Comment? Que devint donc la fin du monde? Le final superbe, après une ouverture si somptueusement développée? Un sourire, les paupières baissées. Y aurait-il eu une faute de calcul, une mauvaise addition, une erreur se serait-elle glissée dans les chiffres recopiés? Rien de tout cela. Le calcul était exact, il n'y avait pas une erreur dans les colonnes de chiffres. Que s'était-il donc passé? Voici. Le bolide fonçait courageusement à bride abattue, comme un cheval de race, et la mode de la saison le suivait. Pendant quelque temps, il s'était trouvé à la tête de son époque, lui conférant sa forme et son nom. Plus tard, les deux pôles se sont rejoints, ont continué parallèlement un galop forcé, et nos cœurs battaient solidaires avec eux. Mais encore plus tard, la mode a pris de l'avance, elle dépassait d'une encolure le bolide, et cette différence infime allait décider du sort de la comète, désormais distancée, condamnée irrévocablement. Déjà nos cœurs suivaient la mode, laissant à l'arrière l'astre superbe. Nous le voyions sans émotion, pâlir, diminuer, enfin s'arrêter à l'horizon, penché dans le dernier tournant de son parcours parabolique bleu et lointain à jamais inoffensif. Affaibli, éliminé du concours, il n'intéressait plus personne, son actualité était épuisée. Abandonné de tous, il se fanait doucement au milieu de l'indifférence générale. La tête baissée, plus riche d'une désillusion, nous revenions à nos occupations quotidiennes. On pliait en hâte les perspectives cosmiques, la vie retombait dans son ornière. Nous dormions jour et nuit pour rattraper le temps perdu. Couchés les uns près des autres dans les appartements à présent obscurs, nous nous laissions emporter par le souffle de notre propre respiration dans les impasses de rêves sans étoiles. Ainsi nous voguions, ventre glapissant, cornemuses et musettes, nous répandant avec des ronflements mélodieux à travers le silence des nuits fermées et noires. Oncle Édouard s'était tu à jamais. Dans l'air flottait encore un écho de son désespoir, mais lui-même ne vivait plus. La ville avait quitté dans ce paroxysme crépitant. Le circuit s'était ouvert. Oncle Édouard avait gravi sans obstacle les hautes marches de l'immortalité.
Dans l'appartement obscur, mon père seul veillait, flânant sans bruit dans les pièces remplies de notre sommeil mélodieux. Parfois, il ouvrait la bouche d'aération de la cheminée et jetait un coup d'œil dans l'abîme noir, où dormait l'homonculus enfermé dans une éprouvette, entouré de lumière, révolue, classée dans les archives du ciel. Et c'est la fin de la nouvelle La Comète. Nous passons à la pause, chers amis. Waouh, je trouve ça génial. Je dis ça à chaque nouvelle, mais celle-là, je la trouve vraiment très jolie. Il y a un mélange de tellement de choses. Je le trouve assez... Genre, en vrai, je le trouve virtuose, Bruno Schulz, c'est insane. Je le trouve virtuose parce que pour réussir à mettre autant de genres, autant d'idées, ouais, autant de genres, de tons et d'idées différentes dans une si petite nouvelle, je trouve ça... Et que ça fasse pas... voilà, ça fait pas patchwork, ça fait pas quelque chose... on n'a pas l'impression de quelque chose qui marche pas, c'est pas irrésoluble, quoi. Il n'y a pas quelque chose qui déconne. Enfin voilà, ça a une unité et c'est tout à fait maîtrisé, tout à fait complet, tout à fait. Enfin ouais. Je trouve ça vraiment très subtil, vraiment très très bien fait. J'ai adoré. En plus là, pour le coup, on est vraiment encore une fois sur des teintes différentes. C'est ça que j'aime bien avec Bruno Schulz, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque nouvelle, il part sur des délires tout à fait différents. Et là, le délire sur l'électricité, sur le magnétisme, le délire sur la comète, les étoiles, etc. Le délire sur la magie du père et sur les expériences bizarres du père sur l'oncle Édouard. Enfin, il y a vraiment tout un tas de choses enchevêtrées les unes dans les autres. En plus, il continue à présenter ça dans un monde réel, alors qu'il y a plein de traits fantastiques de ci de là. Il y a des moments où il y a des grandes envolées, des grandes envolées lyriques presque, et des grands mouvements de panique, des grands mouvements au contraire d'exaltation. Enfin, il y a tout un tas de choses et c'est dingue. Enfin, je trouve ça dinguissime en vrai ce qu'il arrive à faire. Là, il y avait autant, je trouve, sur le côté scientifique, etc. On pouvait justement retrouver un peu un ton à la Mary Shelley avec Frankenstein. Il y avait un peu ce côté-là sur certains aspects. Il y avait aussi, je trouve, pour le coup, beaucoup de ressemblances avec certaines nouvelles qu'on avait déjà lues ensemble en live d'ailleurs, d'Edgar Allan Poe, voire même de Lovecraft en vérité. Enfin ouais, je trouve qu'il y a aussi des trucs qui sont vachement réminiscents de la littérature gothique. Enfin, il y a vraiment tout un tas de pans, tout un tas de domaines exploité et mis ensemble et c'est génial en fait. Même si ça fait quelque chose de totalement absurde et étrange, en fait c'est ça qui est bien, c'est que c'est absurde et étrange, mais je dirais que c'est pas bizarre. Je sais pas si je suis très clair, mais malgré que ça soit très absurde et très étrange, bah voilà, ça a une unité, ça a une cohérence. Je sais pas, je trouve ça vachement maîtrisé, je trouve ça très très sympa. Très très sympa, perso, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça fou en vrai. Tellement de choses. Je sais pas du coup s'il y avait vraiment un message par contre derrière cette nouvelle. À la fin, j'aurais eu tendance à dire que du coup le père il voyait la lune et que du coup ce que tout le monde prenait pour une comète c'était la lune. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Ça, non, ça me paraît bizarre quand même parce que. Ouais, non, ça doit être une comète, j'en sais rien. Ouais, non, ça serait bizarre que ce soit la lune. Mais, enfin, je sais pas, il y a tout un tas de choses très bizarres. En fait, le truc aussi que j'ai bien aimé, c'est dans la structure de la nouvelle, il y a vraiment beaucoup de parties différentes. Et donc les parties qui sont inscrites dans la nouvelle, donc vraiment les parties qui existent, entre guillemets, partie 1, partie 2, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'elles s'arrêtent quasiment de la même manière. C'est-à-dire que partie 1, il y a le père, enfin, début de partie 2, et du coup fin de partie 1 si on peut dire, il y a tout le monde qui commence à se désintéresser des folies géniales du père, entre guillemets. D'ailleurs, le personnage du père est toujours aussi cool. Mais voilà, tout le monde commence à se détacher totalement de son côté savant fou et voilà, et sont en mode oh c'est bon, on en a eu assez, comme si
ils voulaient retourner à leur quotidien comme si l'extraordinaire c'était trop, quoi. Et c'était trop farfelu, surtout, entre guillemets. Et au final, c'est marrant parce que c'est un peu ce qui se passe aussi à la fin de la partie 2 avec la comète. C'est genre, oh ok, on en a eu assez de ce trop plein de nouveautés, etc. De ce trop plein d'extraordinaire. Laissez-nous revenir à quelque chose de plus banal. Et du coup, je me demande s'il y a vraiment un message sur la mode, parce qu'il y a vraiment, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un message sur la mode, sur l'actualité peut-être qui passe très très vite, sur le sentiment humain de la nouveauté et de la découverte, et de l'envie de routine. J'ai l'impression que c'est un peu ça le propos de la nouvelle. C'est un peu dire, ouais, bah en fait, quand il y a des trucs extraordinaires, tout le monde est en ébullition, tout le monde est complètement exalté, voire à la limite de la folie devant ces découvertes génialissimes, etc. Pareil avec la bicyclette, enfin le vélocipède, et puis la 13e constellation du cycliste. Enfin, je trouve ça tellement marrant ces images-là pour montrer encore une fois cet atout pour l'aimant, cet atout pour l'électricité, etc. Enfin, voilà, il y a ce délire, je pense, dans cette nouvelle de dire que l'être humain, par défaut, est fait pour vachement se mettre en émoi sur des nouveautés, sur quelque chose d'extraordinaire et tout, mais pour passer très très vite à autre chose. J'ai l'impression que c'est un peu ça ce que veut dire le texte, entre guillemets. Et je couplerais ça à une seconde idée qui ressemble, mais qui n'est pas tout à fait la même, qui serait encore justement sur l'abandon du père, entre guillemets, et aussi l'abandon de la comète, qui serait peut-être le trop-plein d'extraordinaire. C'est-à-dire que ça serait un peu un message du type les gens aiment bien leur petite routine, aiment bien leur petit quotidien, leur petit train-train, et s'il y a trop de choses foisonnantes, s'il y a trop de choses exaltantes, s'il y a trop de choses qui nous sollicitent et qui nous font être trop enthousiastes, et bah très vite il y a un espèce de second mouvement en mode relâchement total et en mode laissez-moi tranquille, je me désintéresse totalement de ce sujet, je veux retourner à quelque chose de plus calme, à quelque chose de plus quotidien, ouais, de plus plan-plan normal, entre guillemets, de plus ordinaire. Et ça, je pense que c'est aussi un message peut-être éventuellement du texte. Enfin, en tout cas, je trouve que c'était vachement bien trouvé. Et j'ai été agréablement surpris de voir du coup le retour du personnage du père, mais il y avait le personnage du père, il y avait des mentions d'autres personnages qu'on a vus, genre Adèle, etc. Donc au final, même si c'est pas dans les boutiques de cannelle à proprement parler, on pourrait dire que ça a un lien. Je sais pas comment, je sais pas de quoi parle exactement le recueil de nouvelles Le Sanatorium au croque-mort de Bruno Schulz, mais en tout cas, au vu des boutiques de cannelle et des nouvelles qu'on lit ce soir, j'ai l'impression que de toute manière, il mêle en général toujours beaucoup d'éléments autobiographiques avec, bah voilà, encore une fois la figure du père un peu créateur, un peu foufou, un peu dieu, un peu seul aussi parce que vu bizarrement par le reste des personnes, mais voilà, du père un peu héros, un peu magicien, etc. Et un peu incompris, quoi, un peu savant fou, etc. Et aussi voilà, à chaque fois c'est la même maison, la même ville, la même manière de fonctionner dans la famille, etc. avec les commis, etc. Donc ouais, je pense que ça, pour le coup, il y a beaucoup d'éléments autobiographiques qu'il reprend dans chacun de ses textes. Et je serais curieux de savoir jusqu'à quel point c'est autobiographique pour justement voir son travail sur, sur l'ajout de fantastique dans ce texte très réaliste, entre guillemets. Je trouve ça vachement intéressant. Enfin ouais, je suis complètement gaga de Schulz. Et je suis extrêmement heureux du coup d'avoir décidé de faire le live de ce soir et de lire des textes supplémentaires de Schulz, parce que là, je suis subjugué par les nouvelles qu'on lit ce soir. La comète là, je pense que c'est l'une de mes favorites qu'on a lues en vrai. Donc je suis très heureux. Et encore une fois, bah voilà, je leur dis pas, mais son style est génialissime. Je vois que Dimal a réagi sur la phrase « Les vents épuisés s'arrêtaient de souffler ». Mais ouais, son style, j'en reparle pas, mais je le trouve tellement poétique, tellement subtil, tellement élégant. Je trouve ça génialissime. Et ça transparaît malgré les traductions, c'est-à-dire que
les traducteurs sont à chaque fois différents dans cette édition. Par exemple, la nouvelle précédente, c'était traduit par Thérèse Douchy, et là, apparemment, c'était traduit par Wiadomski Litelaki, si je dis pas de conneries, je m'y connais pas à donf, mais ouais, et du coup, malgré les traductions de traducteurs différents, la musique, la poésie transparaît quand même, et ça c'est beau. Du coup, on va enchaîner avec la 3e nouvelle du soir, avant-dernière, et je vais même enchaîner avec la 4e, puisque la 4e nouvelle ne fait que 3 pages. Donc je vais lire les deux dans la foulée, sans m'arrêter. Ça fait une dizaine de pages, donc je pense vous revenir d'ici 20 à 30 minutes, un truc comme ça. Et du coup, bonsoir Nakatox, bienvenue sur ce live, j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir encore une fois de te voir parmi nous. Et tu n'as pas à être si saoulé que ça, puisque ce soir on lit des nouvelles qui sont indépendantes les unes des autres. Et il en reste encore 2 à lire ce soir. Donc cette fois-ci tu n'arrives pas à la fin du live. Tu n'arrives pas à la toute fin du live. T'as encore 2 nouvelles à entendre si tu veux rester avec nous. Ce sera un plaisir. J'allais d'ailleurs commencer la lecture, donc t'arrives pile au bon moment. Je vous souhaite une bonne écoute à tous ceux qui sont là, je sais pas qui est resté depuis tout à l'heure, donc dans le doute, je redis tout le monde. Bonne écoute Quentin, bonne écoute Nakatox, bonne écoute Dimal, bonne écoute Jericho, bonne écoute Tran, Redskin, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Et bah cette fois-ci, je vous reviens pour l'outro. À tout à l'heure. La patrie. Après bien des péripéties et des revers de fortune que je n'ai pas l'intention de raconter ici, je me trouvais enfin à l'étranger, dans un pays dont j'avais longuement rêvé dans ma jeunesse. L'accomplissement de mon rêve venait trop tard et dans des circonstances bien différentes de celles que j'avais souhaitées. Je n'y entrais pas en vainqueur, mais comme une épave. Ce pays, qui devait être le décor de mes triomphes, était pour moi le terrain de petites défaites, misérables et sans gloire, au cours desquelles je perdais l'une après l'autre mes orgueilleuses aspirations. Je ne luttais plus que pour la survie, essayant de sauver du naufrage la malheureuse coquille ballottée par le sort, quand je rencontrai enfin cette ville de province où, selon mes rêves de jeunesse, devait se dresser la villa refuge du vieux maître célèbre fuyant le bruit du monde. Sans même soupçonner l'ironie du sort dans un tel concours de circonstances, j'avais l'intention de m'y arrêter quelque temps, me tapir, passer l'hiver, attendre le prochain souffle des événements. Il m'était égal d'être ici ou ailleurs. Le charme du pays était à jamais terni pour moi, misérable, lasse de tout, et ne désirant plus que le repos. Mais les choses prirent une toute autre tournure. J'avais sans doute atteint un point critique, car brusquement mon existence commença à se stabiliser d'une façon inespérée. J'avais le sentiment d'être entré dans un courant favorable. Partout où j'allais, les gens abandonnaient leurs occupations comme s'ils m'avaient attendu. Je voyais dans leurs yeux un éclair d'intérêt. Une décision immédiate dictée par une instance supérieure. Évidemment, ce n'était qu'une apparence créée par ce concours de circonstances extraordinaires, cet assemblage habile de segments de mon destin sous les doigts du hasard, qui me conduisait comme un somnambule d'un événement à l'autre. À peine si j'avais le temps de m'en étonner. Cette passe favorable m'avait apporté un fatalisme serein, une inertie béate et la confiance, de sorte que je m'abandonnais sans résistance. Mes talents étaient enfin reconnus, mais j'avais déjà presque oublié mon besoin de renommée si longtemps insatisfait, cette faim inassouvie de l'artiste si longtemps repoussée. Naguère violonneux de café, courant après n'importe quel travail, j'avançai jusqu'à la place de premier violon dans l'orchestre de l'opéra de la ville. Des cercles très fermés d'amateurs d'art m'ouvraient leurs portes comme si j'y avais droit depuis toujours. J'entrais dans la meilleure société, moi qui, jusqu'alors, avais toujours gardé un pied dans le monde souterrain des déclassés, des passagers sans billets, sous le pont du navire de la société. Ce qui hier était prétention rebelle et refoulée, menant dans mon âme une existence tourmentée, devenait aspiration légitime, entrait en vigueur. L'empreinte de l'usurpation était lavée de mon front. Je raconte tout cela en abrégé, pour donner un aperçu de la ligne générale de mon destin, sans entrer dans les détails de mon étrange carrière, car tous ces événements forment au fond la préhistoire de ceux que je me propose de relater ici. Non, mon bonheur n'avait rien d'excessif, ni de déchaîné, comme on pourrait le supposer. J'étais simplement gagné par un profond sentiment de calme et de confiance, signe d'après lequel,
En physionomiste expérimenté du sort, sensibilisé au moindre frémissement de son visage, je reconnus avec un grand soulagement que cette fois il ne me réservait aucune perfidie. Mon bonheur était d'une qualité durable. Tout mon passé de déraciné, de vagabond, la misère secrète de mon existence, s'était détaché de moi et filait en arrière comme un paysage penché dans les rayons obliques du soleil couchant, apparaissant une dernière fois à l'horizon du soir, tandis que le train qui m'emportait prenait le dernier tournant, montait la pente abrupte de la nuit, la poitrine pleine d'avenir, d'un avenir robuste, enivrant, sentant un peu la fumée. Il y a lieu de mentionner ici le fait le plus important, celui qui couronna cette époque de réussite et de bonheur. J'avais rencontré Élise sur mon chemin, et je l'avais prise pour femme après de brèves et enchanteresses fiançailles. Rien ne manque à mon bonheur. Ma situation à l'opéra est inébranlable. Le chef d'orchestre, M. Pellegrini, m'estime et me demande mon avis sur toutes les questions importantes. C'est un vieillard à la veille de la retraite, et selon un accord tacite entre lui-même, la direction de l'opéra et la société musicale de la ville, quand il sera retiré, la baguette de chef d'orchestre passera tout naturellement entre mes mains. Je l'ai déjà tenu plus d'une fois, soit pour diriger des concerts philharmoniques, soit à l'opéra, à la place du bon vieux maître, lorsqu'il ne se sent pas de taille à faire face à une partition étrangère à son esprit. L'opéra de la ville est l'un des mieux nantis du pays. Mes appointements suffisent largement à une vie confortable, non dépourvue même d'un certain luxe. Élise a arrangé toute seule notre appartement, à son goût. Moi, je n'ai ni désir ni initiative dans ce domaine. Elle, en revanche, a des idées très précises, bien que changeantes, et qu'elle met en application avec une énergie digne d'une meilleure cause. Elle est sans cesse en pourparlers avec des fournisseurs, lutte courageusement pour la qualité, pour le prix de la marchandise, et obtient des succès dont elle n'est pas peu fière. Je la regarde s'agiter avec une tendresse indulgente, et en même temps une certaine appréhension, comme si je voyais un enfant jouer au bord du précipice. Quelle naïveté de croire qu'en nous souciant des menus détails de la vie quotidienne, nous forgeons notre destin. Endormir sa vigilance, c'est tout ce que je désire, moi, à présent que j'ai heureusement atteint ce havre, passé inaperçu à ses yeux, adhérer à mon bonheur, me faire invisible. La ville où le sort m'a permis de trouver ce refuge si paisible est célèbre pour sa cathédrale ancienne et vénérable, sise sur un haut plateau, un peu à l'écart des habitations. La ville finit ici brusquement, descend à pic en bastions et escarpements, où poussent des bois de mûriers et de noyers. Là, la vue s'ouvre sur un pays lointain. C'est le premier escarpement d'un massif jurassique qui monte la garde au seuil de la vaste plaine claire, ouverte sur toute sa largeur au vent tiède de l'ouest. Exposée à ce passage d'air clément, la ville est comme enfermée dans un doux climat de silence, comme si elle avait créé son propre circuit météorologique. Toute l'année, il y passe des souffles à peine perceptibles, qui, vers l'automne, se transforment progressivement en un courant ininterrompu, monotone et suave, qui efface, anéantit doucement la mémoire. La cathédrale, ciselée au cours des âges à l'ombre de ces vitraux précieux amassés par des générations, bijoux greffés sur d'autres bijoux, attire des foules de touristes du monde entier. À n'importe quelle saison, on peut les voir parcourant nos rues avec des baies d'équerre. Ce sont eux, en majeure partie, qui occupent nos hôtels, fouillent nos magasins et nos boutiques d'antiquités à la recherche de curiosités, remplissent les lieux de divertissement. Ils apportent avec eux l'odeur de la mer, parfois le souffle des grands projets et des grandes affaires. Il arrive que, charmés par le climat, la cathédrale, le rythme paisible de la vie, ils s'attardent chez nous, prennent racine et s'installent définitivement. D'autres emmènent avec eux en partant des épouses, les charmantes filles de nos commerçants, fabricants, hôteliers. Grâce à ce genre de lien, les capitaux étrangers sont souvent investis dans nos entreprises et alimentent notre industrie. La vie économique de la cité se déroule d'ailleurs depuis des années sans secousses et sans crise. L'industrie du sucre nourrit de sa douce artère les 3/4 de la population. En outre, la ville possède une célèbre manufacture de porcelaine qui s'enorgueillit d'une longue histoire. Elle travaille pour l'exportation et de plus, chaque Anglais, avant de retourner dans son pays, met son point d'honneur à commander un service composé de plusieurs pièces couleur d'ivoire, ornées de vues de la cathédrale et de la ville peinte par les élèves de notre école des beaux-arts. En somme, notre ville est prospère, bien administrée, et comme d'autres villes de ce pays, elle garde un juste équilibre entre le sens des affaires, le goût du bien-être et certaines ambitions non dépourvues de snobisme. Les dames font montre de quelques recherches dans leur toilette, les messieurs imitent le train de vie de la capitale, en maintenant ici, non sans mal, un soupçon de vie nocturne, à l'aide de quelques cabarets et de clubs. Le jeu de cartes fleurit.
Même les dames lui font honneur, et presque tous les soirs nous nous retrouvons dans l'une des demeures élégantes de nos amis, devant la table de jeu souvent tard dans la nuit. Dans ce domaine aussi, l'initiative revient à Élise. Elle essaie de justifier sa passion par le souci de notre prestige social, qui exige, paraît-il, de fréquentes sorties, si nous ne voulons pas être mis hors circuit. Je sais bien qu'en réalité elle se laisse aller au charme qui naît de cette façon frivole et légèrement excitante de gaspiller le temps. Je l'observe souvent, animé, les joues en feu et les yeux brillants, prenant part de toute son âme aux péripéties du hasard. La lampe sous son abat-jour jette une lumière tamisée sur la table autour de laquelle un groupe de personnes absorbées dans le jeu, un éventail de cartes dans la main, s'abandonnent à la poursuite d'une fortune chimérique. Je la vois presque, silhouette illusoire, visible derrière le dos de l'un ou de l'autre. Pas un bruit, rien que des paroles prononcées à mi-voix, jalonnant les chemins tortueux et incertains de la chance. Quant à moi, j'attends le moment où la transe ardente et silencieuse s'empare des esprits, où tous s'immobilisent en oubliant le monde, tombés en catalepsie comme au-dessus d'une table tournante, pour quitter discrètement le cercle enchanté et me retirer dans la solitude de mes pensées. Dans la pièce voisine il fait noir, seul un réverbère dehors y projette de loin sa lumière. La tête appuyée contre la vitre, je reste là, un long moment à songer. Au-dessus des massifs touffus du parc, une vague lueur rougeâtre éclaire la nuit. Dans les arbres dévastés par l'automne, les corneilles effrayées se réveillent avec des craillements affolés, et trompées par cette fausse aube, elles s'envolent, foule bruyante, gémissante et tournoyante, qui emplit de tumulte l'obscurité roussâtre imprégnée de l'arôme âcre du thé et des feuilles fanées. Petit à petit, la masse d'ailes battantes tombe, descend se cacher dans les bosquets clairsemés, bandes inquiètes où bavardage et questions s'apaisent lentement. Le troupeau se calme, se fond dans le silence de sa bruissante prison. La nuit revient, profonde et tardive. Les heures passent. Le front brûlant appuyé contre la vitre, je sens et je sais. Rien ne peut plus m'arriver. J'ai trouvé le havre et la paix. Viendra maintenant une longue suite d'années clémentes et lourdes de bonheur, une suite infinie de temps doux et bons. Un dernier soupir saccadé emplit ma poitrine de joie à ras-bord. Je cesse de respirer. Je sais. Comme la vie, la mort nourrissante m'accueillera un jour dans ses bras ouverts. Je reposerai comblé dans la verdure du beau cimetière de la ville. Les après-midi sereins et calmes, ma femme, comme elle sera belle en voile de veuve, viendra m'apporter des fleurs. Une musique surgit en moi, les mesures funèbres, solennelles et sourdes d'une majestueuse ouverture. Je perçois les coups puissants du rythme. Les sourcils levés, le regard fixe, je sens que mes cheveux se dressent lentement sur ma tête. Je me raidis. J'écoute. Une bouffée de voix plus forte me réveille de l'engourdissement où je suis plongé. On me demande au milieu des rires. J'entends la voix de ma femme. Je quitte mon refuge pour revenir dans la pièce éclairée, les yeux clignants, encore pleins d'obscurité. Les invités s'apprêtent à partir. Les hôtes se tiennent sur le pas de la porte, échangeant avec eux les politesses d'adieu. Enfin, nous voici seuls dans la rue nocturne. Ma femme règle sur mes pas une démarche souple, déliée. Nous aimons bien marcher ensemble. La tête légèrement baissée, Élise écarte du pied le tapis bruissant de feuilles mortes étalées sur le chemin. Elle est animée par le jeu, par la chance qui lui a souri, le vin qu'elle a bu, et à la tête pleine de petits projets féminins. Conformément à un accord tacite entre nous, elle réclame de moi une tolérance absolue envers ses rêves extravagants, et elle m'en veut beaucoup de toute remarque critique ou simplement raisonnable. La traînée verte de l'aube se lève au-dessus de l'horizon quand nous entrons chez nous. Dans l'appartement règne l'agréable odeur d'un intérieur chauffé et bien tenu. Nous n'allumons pas. Un réverbère éloigné dessine le contour argenté des rideaux sur le mur opposé. Assis sur le lit, tout habillé, je prends la main d'Élise et je la tiens un moment dans la mienne. Et c'est la fin de cette nouvelle, la fin de la nouvelle La Patrie. J'enchaîne tout de suite avec la dernière nouvelle de ce soir, vu qu'elle ne fait que 3 pages. Donc je vous souhaite à tous une bonne écoute aux nouveaux arrivants. Et je vous reviens tout de suite. La mythification de la réalité. L'essentiel de la réalité est le sens. Ce qui n'a pas de sens n'est pas réel pour nous. Chaque parcelle de la réalité vit dans la mesure où elle participe d'un sens universel. De vieilles cosmogonies exprimaient cela par la sentence « Au commencement était le Verbe ». Ce qui n'est pas nommé n'existe pas pour nous.
Nommer une chose équivaut à l'englober dans un sens universel. Un mot isolé, pièce de mosaïque, est un produit récent, résultat, déjà de la technique. Le mot primitif était divagation, tournant autour du sens de la lumière. Il était un grand tout universel. Dans son acception courante, le mot n'est plus aujourd'hui qu'un fragment, un rudiment d'une ancienne et intégrale mythologie. D'où cette tendance en lui à se régénérer, à repousser, à se compléter pour revenir à son sens entier. La vie du mot consiste en ce qu'il tend vers des milliers de combinaisons, tels les morceaux du corps écartelé du serpent légendaire qui se cherchait dans les ténèbres. Cet organisme complexe a été déchiré en vocables séparés, en syllabes, en discours quotidiens. Utilisé sous cette forme nouvelle, il est devenu un instrument de communication. La vie, le développement du verbe, ont été poussés sur le chemin utilitaire, soumis à des règles étrangères. Mais dès que les exigences de la pratique se relâchent, dès que le mot libéré de la contrainte est laissé à lui-même et rétabli dans ses propres lois, il se produit en lui une régression. Il tend alors à se compléter, à retrouver ses liens anciens, son sens, son état primordial dans la patrie originelle des mots. Et c'est alors que naît la poésie. La poésie, ce sont des courts-circuits de sens qui se produisent entre les mots. C'est un brusque jaillissement de mythes primitifs. En utilisant les mots courants, nous oublions qu'ils sont des fragments d'histoires anciennes et éternelles, que comme les barbares, nous sommes en train de bâtir notre maison avec des débris de statues des dieux. Nos concepts et nos termes les plus concrets en sont de lointains dérivés. Pas un atome dans nos idées qui n'en proviennent, qui ne soit une mythologie transformée, estropiée, changée. La fonction la plus primitive de l'esprit est la création de contes, d'histoires. La science a toujours trouvé sa force motrice dans la conviction de trouver au bout de ses efforts le sens dernier du monde, qu'elle cherche au sommet de ses échafaudages artificiels. Mais les éléments qu'elle utilise ont déjà servi. Ils proviennent d'histoires anciennes démontées. La poésie reconnaît le sens perdu. Elle restitue aux mots leur place, les relie selon certaines significations. Manié par un poète, le verbe reprend conscience, si l'on peut dire, de son sens premier. Il s'épanouit spontanément selon ses propres lois, il recouvre son intégralité. Voilà pourquoi toute poésie est création de mythologie, tend à recréer les mythes du monde. La mythification du monde n'est pas terminée. Ce processus a été seulement freiné par le développement de la science, poussé sur une voie latérale où il végète, son sens ayant été égaré. La science, elle non plus, n'est pas autre chose qu'un effort pour construire le mythe du monde, puisque le mythe est contenu dans les éléments qu'elle utilise, et que nous ne pouvons pas aller au-delà du mythe. La poésie atteint le sens du monde par déduction, par anticipation, à partir de grands raccourcis et d'audacieux rapprochements. La science vise au même but par induction, méthodiquement, tenant compte de tout le matériau de l'expérience. Mais au fond, toutes les deux cherchent la même chose. Infatigablement, l'esprit humain ajoute à la vie Infatigablement, l'esprit humain ajoute à la vie ses gloses, des mythes. Infatigablement, il cherche à conférer un sens à la réalité. Le sens est ce qui entraîne l'humanité dans le processus de la réalité. Il est une donnée absolue et qui ne peut être déduite d'autres données. Impossible d'expliquer pourquoi une chose nous paraît sensée. Conférer un sens au monde est une fonction indissociable du mot. La parole est l'organe métaphysique de l'homme. Avec le temps, le mot se fige, il cesse de véhiculer des sens nouveaux. Le poète rend aux mots leur vertu de corps conducteur, en créant des accumulations où naissent des tensions nouvelles. Les symboles mathématiques sont un élargissement du mot à de nouveaux domaines. Le tableau lui aussi est un dérivé du verbe, de celui qui n'est pas encore signe, mais mythe, histoire, sens. On considère généralement le mot comme une ombre de la réalité, comme un reflet. Il serait plus juste de dire le contraire. La réalité est une ombre du mot. La philosophie est au fond philologie, étude profonde et créatrice du verbe. Et c'est la fin de la lecture de la nouvelle La mythification de la réalité. Ce sera donc également la fin de la lecture du soir. Nous passons à l'outro du live, chers amis. L'outro, sans plus attendre. Alors, plein de gens sont passés. Désolé Nakatox, je te vois confus dans le chat. C'est malin qui t'ait pas expliqué. Enfin bref. Du coup, ne t'en fais pas Nakatox, tout va bien. Mirani, Tran et Ziorej, par contre, je sais pas c'est qui. Bon bah, bienvenue et bonsoir en tout cas à vous tous.
Ziorège également, je sais pas qui c'est, mais voilà. Bienvenue en tout cas sur ce live, bienvenue Redskins qui revient parmi nous. Mais en tout cas, Nakatox, n'aie crainte, Mirani, Tran et Redskins sont des amis IRL. Et grosso modo, ils m'attendent pour jouer à des jeux vidéo. Donc du coup, ils se sont dit, bah tiens, on va aller sur son live, parler dans le chat et dire n'importe quoi. Bref, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, ouais, c'était vraiment cool. Franchement, je regrette, mais tellement pas d'avoir fait la lecture de Bruno Schulz avec vous. Déjà, les boutiques de Canel, c'est... J'ai été grave amoureux de ce recueil de nouvelles. Et là, les textes qu'on a lus ce soir, qui sont donc... comment dire, des textes bonus, entre guillemets, des textes qui ont été collés aux boutiques de Canel, nous donnent encore tellement de matière, je trouve ça tellement bien. Je vais pas revenir sur La République des Rêves et La Comète, qui ont été deux nouvelles que j'ai trouvées magistrales, surtout La Comète. Je pense que La Comète, en vérité, c'est ma nouvelle préférée de Bruno Schulz pour le moment. Mais je vais juste revenir sur les deux dernières nouvelles qu'on vient de lire, La Patrie et La Mythification de la Réalité. Comme je le disais tout à l'heure, le patriotisme, c'est pas une valeur qui me parle beaucoup, à laquelle je suis très sensible. Donc déjà, avec le titre La Patrie, je m'attendais à pas trouver ça fou. Et au final, ça a été très très bien, et ça a été encore une autre corde à l'arc de Bruno Schulz, encore une autre teinte sur sa palette. Et du coup, bah, c'était très très doux, je trouve. Et c'était encore tout à fait différent. Mais ouais, c'était... j'ai envie de dire, c'était la nouvelle où tout se passait bien. Elle était un peu à contre-pied, à contrario de ce qui se ferait d'habitude quand on raconte une histoire. C'est-à-dire que d'habitude, on part plutôt d'une situation initiale où tout est parfait, puis il y a un problème, puis petit à petit, on fait tout pour revenir à une situation à peu près stable. Là, ce qui est marrant, c'est que dès le début de la nouvelle, il nous dit ok, la situation est merdique, je dois faire ça, c'est nul, mon pays me manque, tout ça, enfin, je me rappelle plus exactement non plus, mais bref, c'était des trucs comme ça par rapport au pays et qui devait déménager, et que c'était, voilà, bref. Donc voilà, que des trucs négatifs dès le début pour dire ok, c'est la pire merde possible, et direct après, ça part sur du positif, et après, c'est que du positif, et du coup, je trouve ça hyper rafraîchissant et hyper étonnant, parce que du coup, c'était hyper lumineux. C'était hyper doux, hyper lumineux, hyper positif. Il y avait juste un homme qui réfléchissait sur sa ville, et du coup qui faisait un parallèle entre sa ville et sa vie, et qui grosso modo dressait un peu le bilan de sa vie par rapport au bilan de sa ville en disant bah j'ai quand même une femme, j'ai quand même un métier, j'ai quand même une maison, j'ai quand même ceci, j'ai quand même cela, hein. Et du coup qui dans une espèce dans un espèce de sentiment doucereux comme ça, montre et se rend compte qu'en fait il est putain d'heureux et qu'il a atteint le bonheur durable comme il le dit à la fin, à tel point qu'il imagine sa mort et qu'il est en mode bah c'est bon, je peux mourir serein quoi. Et je m'attendais pas du tout à ça. En fait, c'est quelque chose qu'on voit très très peu, je trouve, dans les bouquins au final. J'ai comme ça, j'ai pas de souvenir d'œuvres littéraires qui font ça. Et ouais, je trouve que c'est super beau en fait. Toujours avec ce style très poétique de Bruno Schulz, donc forcément ça fait mouche quoi, mais j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc voilà pour La Patrie. Alors je vous lis dans le chat. On a même débattu de la dernière nouvelle. Oh là là, ils ont tout écouté, etc. C'est beau. Oh là là, Mirani, Redskins et Tran, vous me flattez là les amis, ça fait plaisir. Et du coup la dernière nouvelle, La Mythification de la Réalité, dans un tout autre genre, que j'aime beaucoup aussi, parce que du coup là on est presque sur du commentaire de texte, on est presque sur de la... Enfin ouais, c'est un texte métatextuel, quoi, métalinguistique, c'est-à-dire que c'est le texte qui parle de lui-même, quoi. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant, ça aurait presque pu être l'avis au lecteur de ce recueil de nouvelles, je trouve. Puisque du coup, bah, Bruno Schulz nous donne un petit peu sa clé de compréhension du monde et sa clé de compréhension de ce qu'est la littérature, de ce que c'est que de ce que c'est que de communiquer, de parler, d'écrire, de raconter une histoire, d'utiliser les mots et de faire de la poésie.
Et encore une fois, bah, je trouve que, enfin ouais, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup apprécié Bruno Schulz, parce que globalement, je partage beaucoup ses avis et ses sensibilités, j'ai l'impression. Et ouais, je trouve ça très intéressant. De toute manière, je trouve ça toujours très intéressant de voir un auteur parler de son style ou parler de sa manière de voir la littérature en général. Je trouve ça toujours hyper intéressant pour en apprendre davantage sur l'auteur tout simplement et mieux cerner son œuvre, mieux la comprendre. Et ouais, là je suis assez d'accord avec lui pour le coup. Je trouve que c'était très très beau ce qu'il disait et j'aime beaucoup l'idée de dire que la poésie ça redonne, comment dire, en fait c'est comme si la poésie c'était un pointeur et je trouve ça trop beau cette idée de dire la poésie a le pouvoir de sortir un mot de sa fange usuelle quoi. Un mot qu'on utilise quotidiennement dans toutes nos conversations, bah là on a décidé de lui donner son moment de gloire, genre presque arbitrairement quoi. On a décidé de le sortir de son contexte du quotidien et de lui donner une place de choix, de le mettre en lumière et de le faire revivre pleinement et de faire revivre toutes les histoires qu'il y a eu sur ce mot. Pareil, ça je trouve ça hyper intéressant. Le fait de dire que ça réactive le sens complet du mot, toutes ces histoires, toutes ces références, son étymologie première peut-être, enfin voilà. Je sais pas, je trouve que c'est très très beau comme image pour expliquer ce qu'est la poésie. Enfin bref, vous l'aurez compris, Bruno Schulz, ça a été un gros coup de cœur pour moi pendant ces 5 lives qu'on a fait sur les boutiques de Canel et les 4 nouvelles de ce soir. Il y a de grandes chances que je lise Le Sanatorium au croque-mort en 2020. Ce sera donc un autre recueil de nouvelles de Bruno Schulz. Je sais pas quand exactement. Bah, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire savoir si ça vous a plu également dans les commentaires sur YouTube ou même sur Discord, sur Facebook, etc. Mais n'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous a plu. Comme ça, je sais moi si je prévois plutôt de le lire rapidement ou si j'attends plutôt fin 2020. Même si vous savez que j'aime bien varier les textes et les lectures. Donc, je vais essayer de ne pas le lire tout de suite et de faire un peu des choses différentes. On va entrer dans la dernière lecture de cette année. Comme je vous l'ai dit, j'arrête les lives le 13 décembre. Et jusqu'au 13 décembre, on va lire un texte en particulier que j'ai déjà choisi. J'espère qu'on va savoir le faire, avant la fin de l'année parce qu'il est un peu long. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de longs textes, donc voilà, ce sera l'occasion. Il s'agit donc du Sofa de Crébillon. Grosso modo, juste pour vous donner comme ça l'eau à la bouche, c'est un peu un texte écrit sur le même principe que les 1001 nuits. Donc voilà, ça va être un récit cadre avec plein de petits récits à l'intérieur. Donc au final, ça ressemble assez à un recueil de nouvelles en soi. Mais ouais, avec un récit qui lit toutes ces nouvelles, entre guillemets. Donc ça risque d'être bien intéressant. Là, pour le coup, c'est un texte que j'ai déjà lu il y a de cela quelques années, que j'avais plutôt bien apprécié de souvenir, et que j'ai hâte de relire donc en live, en votre compagnie. Ça sera dès ce vendredi à 21h. Sinon, on se retrouve dès demain à 21h également. Donc mercredi 20 à 21h pour la sortie de la mise à jour de Sea of Thieves. Ça sera avec un grand bonheur que je vous retrouverai avec potentiellement la participation de Mirani, de Tran notamment, et certainement peut-être aussi de Walkirax. Donc voilà, on sera peut-être en galion, on sera peut-être à 4, c'est pas sûr, mais peut-être. En tout cas, peu importe le nombre de personnes qu'on arrive à être demain, eh bien on vous fera une présentation relativement précise et rigoureuse, détaillée, de la mise à jour avec la lecture du patch note, avec la lecture de toutes les nouveautés, et bien sûr les essais, puisque par exemple l'ajout du feu, personnellement, j'ai envie de le tester dans tous les sens pour savoir comment ça fonctionne. Donc voilà, ça risque d'être bien fun, ça risque d'être un live, ouais. En vrai, je l'attends de ouf. Cette mise à jour, je l'attends de ouf, déjà en tant que mise à jour, et le live de demain, je l'attends de ouf, parce que ça va être la découverte comme ça va être l'effervescence tous ensemble, ça va être génial. Bref. Sur ce, merci à tous ceux qui sont passés, vous êtes extrêmement nombreux à être passés ce soir, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Tran, Redskins, Mirani, Dimal, Nakatox, Ziorej, Jericho, Quentin. Merci encore Tran pour ton abonnement, ça fait plaisir. Je vous dis
À tous, bonne soirée, bonne nuit, et à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte, ou peut-être une prochaine partie de gaming. Bye bye.